une bande d'assassins à ses trousses, mais il les a tous neutralisés, n'en laissant qu'un en vie pour le cuisiner et lui faire cracher le morceau. Asta plaque le chasseur au sol sous le poids de sa magie, exigeant de savoir comment fonctionne ce fichu grimoire, mais l'individu avoue qu'il n'en a pas la moindre idée. Asta commence à piger que Declan en personne ignore la véritable valeur de ce livre, car sinon, il ne l'aurait jamais planqué dans une cave aussi miteuse. Et pourtant, ils ont déclenché une véritable chasse à l'homme pour le récupérer. Même si Declan lui-même ne paraît pas savoir s'en servir, le chasseur propose à Asta de le restituer, promettant de l'aider à obtenir la clémence du chef de la maison. Asta balaie sa proposition d'un revers de main et annonce au malheureux que sa dernière heure a sonné. C'est alors qu'un portail se matérialise dans son dos, libérant une aura d'une puissance terrifiante et oppressante. Il s'avère que cette présence émane d'un homme à l'élégance distinguée, s'appuyant sur une canne. Il ne s'agit de nul autre que Farren Declan, le patriarche de la maison. Declan. Farren informe Asta qu'il souhaite reprendre possession du grimoire, après quoi ils pourront s'entretenir. Asta se sent totalement écrasé par la puissance qui se dresse face à lui. Voilà plus d'une décennie qu'il est l'homme de main des mages, et il a passé la moitié de ce temps au service de la maison des clans, mais c'est la toute première fois qu'il se retrouve face au patriarche de la maison. Le clan des clans est la plus illustre famille de mages du continent oriental, et la rumeur prétend que son chef serait le sorcier le plus redoutable de toute leur lignée. Asta perçoit le danger mortel qu'incarne Farren, mais s'efforce de ne rien laisser paraître. Asta demande à Farren si cela l'intéresse de s'approprier le butin d'autrui, une pratique pour le moins déshonorante. Farren éclate de rire en entendant ces mots, mais Asta sent la tension monter, car il sait pertinemment ce qu'implique la venue du grand chef en personne. Asta doit bien s'avouer que Farren dégage l'aura la plus oppressante qu'il ait jamais rencontrée. Farren signifie alors à Asta qu'il pourrait l'anéantir sans le moindre effort pour lui reprendre le grimoire, mais qu'il préfère parlementer. Farren explique à Asta qu'il aimerait le voir réintégrer les rangs de la maison des clans. Il lui assure que toutes ses fautes seront pardonnées s'il accepte de revenir. Et, bien entendu, s'il restitue le grimoire. Farren concède qu'Asta possède un talent hors du commun et qu'il serait dommage de le gâcher. Farren se dit impressionné qu'un homme issu de la zone grise comme Asta ait pu maîtriser des techniques d'une redoutable efficacité. Farren embellit son offre, assurant à Asta qu'il pourrait atteindre des sommets s'il acceptait le soutien de la maison des clans pour son ascension. Après lui avoir fait miroiter tous les avantages d'un retour, Farren en vient au point le plus crucial. La restitution du grimoire. C'est à ce moment qu'Asta annonce à Farren qu'il accepte ses termes, ce qui arrache à ce dernier un soupir de soulagement. Cependant, Asta précise qu'il a une condition. Et c'est là qu'il formule l'exigence la plus insensée. Il demande à Farren de lui céder sa place à la tête de la maison, en échange de quoi il envisagera de rendre le grimoire, pour prouver le sérieux de sa folie. Asta met fin au jour du captif qu'il maintenait au sol. Ce geste rend Farren fou de rage, et il prévient Asta qu'il risque fort de le regretter amèrement. Asta sait que Farren n'a pas tort, mais il se lance tout de même à l'assaut, uniquement pour mesurer l'écart de puissance qui les sépare. Farren part sans effort le sortilège azur d'Asta avec son bouclier écarlate. Farren comprend alors qu'il doit donner une bonne leçon à Asta, afin de lui faire comprendre qu'il ne joue pas dans la même cour. Niveau d'un calme olympien, Farren concentre son aura avant de déchaîner une vague d'énergie pure qui envoie Asta valser. Asta sent la chaleur lui lécher la peau, s'échappant de justesse. Il mesure alors toute la démesure du pouvoir que le chef de la maison a entre les mains. Pas la moindre faille dans sa garde. Et alors qu'Asta cherche une brèche, Farren le surprend, l'esprit ailleurs, et le signe d'un nouveau sort. Il lui lance alors, avec un mépris non dissimulé, que comparer leurs forces est une pure perte de temps, puisqu'ils jouent dans une toute autre ligue. Asta se voit bientôt piégé par un déferlement de magie impossible apparaît. L'impact le percute de plein fouet. Mais Farren a retenu sa puissance, et il le fait bien sentir à Asta. Il précise qu'il n'est pas venu pour l'éliminer, mais juste pour parlementer. Asta lui crache alors la question, qu'arriverait-il s'il daignait enfin rentrer au bercail, à la maison de clan. Farren rétorque qu'il ne goberait pas une seule seconde sa parole. Un sourire narquois naît sur le visage d'Asta, ravi que Farren ne soit pas dupe. Puisque les masques sont tombés, Asta prépare une nouvelle offensive. Il hurle à Farren qu'il en a marre de jouer les larbins et le toutou de service. Asta concentre alors toute sa puissance dans une incantation qui l'enveloppe d'une lumière aveuglante. Tel un projectile, il fonce sur Farren et déchaîne son pouvoir en hurlant qu'il refuse de retourner à la niche. Mais même cette déferlante de puissance, l'attaque ultime d'Asta, se brise sur le bouclier invisible de Farren. Farren décide alors qu'il est temps de lui donner une leçon sur ce qu'est la véritable puissance. Avant qu'Asta n'ait pu esquisser un geste, il est balayé par une
vague d'énergie qui le submerge et le noie dans ses propres souvenirs. Quand il reprend conscience, la silhouette de Farren se dresse. Au-dessus de lui, le dévisageant avec mépris. D'une voix glaciale, Farren lui demande s'il a enfin compris la définition du mot puissance. Asta concède que Farren est d'une force écrasante. Et puisque Farren tenait tant à discuter, Asta lui demande s'il est disposé à le laisser reprendre sa vie de mercenaire. Mais Farren révèle qu'il a des projets bien plus grands pour lui qu'une simple vie de soldat de fortune. Il semblerait qu'il veuille qu'il devienne le nouveau patriarche de la famille Bongshin. Asta reste bouche bée, incapable de croire à l'offre que Farren vient de lui faire. Étant donné que la maison de clan a une influence telle qu'elle pourrait rivaliser avec la couronne, Asta saisit leur stratagème, le placer à la tête de Blacé. La famille Bongshin pour qu'il leur jure fidélité, transformant sa maison en un pion sur leur échiquier. Asta perçoit enfin le véritable jeu de Farren. Il plonge la main dans une poche dimensionnelle et en retire le grimoire. Un sourire suffisant s'étire sur les lèvres de Farren. Il avoue à Asta que sa véritable cible, c'est lui. Et le grimoire. Farren se réjouit, persuadé qu'Asta a enfin choisi la voie de la raison. Mais, au moment où il tend la main pour s'emparer du livre, Asta l'embrasse d'un simple geste, pétrifiant Farren sur place. Stupéfait, Farren ne peut que lui demander ce qu'il est en train de faire. Asta lui rétorque froidement qu'il n'a jamais été question de le lui céder. Farren, fou de rage, promet alors à Asta qu'il connaîtra une fin des plus horribles. C'est alors qu'Asta révèle la vraie raison de sa vie de mercenaire, ce n'était pas pour l'argent. La vérité éclate. La rage d'Asta vient du fait que l'un de ses frères d'armes a été littéralement consumé par le jeune héritier des clans, qui s'adonnait à la magie noire. Évidemment, la maison des clans a tout fait pour enterrer l'incident. Farren accuse le coup, comprenant soudain que la croisade d'Asta n'est pas une simple rébellion, mais une pure vengeance. Asta le corrige aussitôt, il ne cherchait pas la vengeance, mais la justice pour ses camarades tombés au combat. Asta ajoute même qu'il voyait ses récents faits d'armes comme une façon de tirer sa révérence. Puis il annonce que ce sont là ses ultimes paroles. À peine a-t-il terminé sa phrase que Farren le submerge de flammes, lui ordonnant de brûler et de maudire ses décisions. Pourtant, au milieu du brasier, la voix d'Asta s'élève dans un cri de défi, hurlant à Farren qu'il ne regrette absolument rien. Asta était prêt à payer le prix ultime, pourvu qu'il n'ait plus jamais à œuvrer pour la maison des clans. Alors que les flammes le dévorent, Asta perçoit enfin le goût de la liberté. Et il se jure que si une nouvelle vie lui est offerte, il mènera sa vengeance à bien. Soudain, Asta ressent une sensation des plus étranges, comme si le temps venait de se figer. Asta est totalement déconcerté, mais pour une raison obscure, le grimoire reste actif entre ses mains. Des cercles magiques se matérialisent sur tout son corps. C'est la dernière vision qu'il a avant de perdre conscience. Quand Asta rouvre les yeux, il se découvre dans une ruelle misérable, réduit à l'état de mendiant. Il balaie les environs du regard et commence à comprendre qu'il a, d'une manière ou d'une autre, voyagé dans le passé. Il est revenu à l'époque où il n'était qu'un enfant de la zone grise. Asta s'approche d'un lac et observe son reflet pour confirmer qu'il s'agit bien de lui, mais dans une version rajeunie de lui-même. La marque de feu sur son torse est toujours présente, malgré ce saut dans le temps. Il ignore totalement comment il a pu remonter le temps, mais il est convaincu que la magie du grimoire en est la cause. Il réalise également que ce grimoire doit revêtir une importance capitale pour que le chef de la maison l'ait traqué sans relâche. Cependant, les informations à son sujet sont quasi inexistantes, le laissant dans le flou le plus total. Puisqu'il est revenu dans le passé, s'offrant une seconde chance, Asta se dit qu'il est temps pour lui d'accomplir ce qu'il a toujours désiré. Il songe à sa mission, à son objectif, qui était également celui de son camarade. Un jour, Asta et son ami avaient eu une discussion sur la raison pour laquelle ils appartenaient à la classe inférieure. Son compagnon lui avait confié que leur existence aurait été bien meilleure s'ils avaient eu accès à l'instruction. Ils ne seraient pas devenus les pantins de ces nantis corrompus qui les asservissent. C'est précisément pour cela qu'Asta projetait de se retirer pour ériger une bibliothèque. Asta veut fonder une bibliothèque où quiconque, sans distinction d'argent, de statut ou de genre, pourrait consulter des livres librement. En vérité, il ambitionne même de construire une tour. Il n'a pas réellement besoin de cette tour, mais il veut la bâtir pour le symbole. De plus, il compte révéler la technique secrète de la maison de clan dès la première page de son livre, offrant ainsi aux plus démunis des zones grises l'accès à ce fameux secret. Il savoure déjà l'épouvante que cela va engendrer. Mais une question demeure. Comment mettra-t-il la main sur le manuel? Il se délecte de son plan diabolique quand un coup de pied violent s'abat sur sa joue. Il se retourne et aperçoit un garçon furieux, qui lui demande où il était passé.
L'agresseur continue de rouer Asta de coups, lui reprochant d'avoir gardé sa place pour rien, car il était introuvable. Asta peine à se remémorer ce crétin qui le prend pour son punching ball. Mais Asta n'est plus disposé à se laisser traiter comme un moins que rien, et il attrape la jambe de son assaillant. Il lui annonce qu'il l'a frappé. Cette fois, mais qu'il a l'intention de lui en rendre 70. Asta décoche un coup de poing au torse du garçon, mais son corps est frêle et il finit par se tordre le poignet. Asta est abasourdi, mais alors qu'il est encore sous le choc, il reçoit un autre coup en plein visage. Le garçon reprend le passage à tabac qu'il administrait à Asta. Des larmes montent aux yeux d'Asta sous l'effet de la douleur. La correction se poursuit jusqu'à ce qu'Asta perçoive une ouverture et pousse son agresseur dans le lac. Avant que le garçon ne puisse se relever, Asta prend ses jambes à son cou. L'autre émerge de l'eau, en lui hurlant de ne pas fuir. Asta rétorque qu'il ne s'enfuit pas, il opère un repli stratégique. Il assure à son poursuivant qu'il va de mémoriser chaque trait de son visage. Il se jura de marquer dans sa chair le souvenir de chaque coup encaissé. Après tout, il était un vétéran, un mercenaire pour qui le mot abandon n'avait aucun sens. Sa vengeance serait terrible. Réfugié dans une ruelle sombre, il examinait son poignet endolori. Il peinait à croire que cette carcasse était si fragile, au point de se briser en lançant une simple droite. Asta décida alors de reléguer son rêve au second plan pour se consacrer à forger ce corps lamentablement faible. C'est alors qu'un gamin avec un œil écarlate surgit de nulle part, lui demandant s'il avait faim. Totalement décontenancé, Asta lui demanda s'il se connaissait. Le garçon se contenta de répondre qu'il n'en avait pas la moindre idée. Asta aurait pu lui retourner le compliment, car le gamin avait toutes les apparences d'un noble. Il supposa qu'il était probablement un rejeton déchu suite à une quelconque lutte de pouvoir. Pour Asta, ce gamin était une adorable petite bombe à retardement. Le gamin finit par se présenter, il s'appelle Damian. Asta ne comprenait pas pourquoi cet enfant étrange le dévisageait en lui racontant sa vie, à tel point qu'il se sentit obligé de lui demander s'il avait bien toute sa tête. Damian enchaîna, lui confiant qu'il n'avait pas de mère, et Asta rétorqua qu'il n'avait pas de père, comme s'il participait au concours du plus grand des orphelins. Asta suggéra alors que chacun trace sa route, car il n'avait aucune envie de se lier à une bombe sur pattes comme Damian. Mais quelques instants plus tard, Damian n'avait pas bougé d'un pouce, et Asta commençait sérieusement à flipper. Il a donc dû lui redemander s'il comptait s'en aller un jour. Contre toute attente, Damian lui annonça qu'il l'accompagnerait. Une petite voix dans la tête d'Asta lui suggéra de coller une baffe au gamin, histoire de lui remettre les idées en place. Cependant, il se contenta de dire à Damian de le laisser tranquille. C'est précisément à cet instant que Damian remarqua sa blessure et approcha sa main de sa tête. Il lui assura alors qu'il pouvait le soigner, arborant un sourire des plus inquiétants. Sur le visage, il invoqua un cercle magique lumineux qui se mit à diffuser des particules curatives. Asta crut d'abord à une simple magie de contact, mais il comprit vite son erreur. Ce qu'il voyait n'était pas une simple imposition des mains, mais la fameuse lumière de guérison. Une technique secrète, apanage de la Maison Blanc-d'Or. Et si ses souvenirs étaient bons, la Maison Blanc-d'Or avait été anéantie par la Maison des Clans. Asta n'arrivait pas à croire qu'il venait de mettre les pieds dans un tel guêpier. Il commença à se demander ce qu'un héritier des Blanc-d'Or fichait dans la zone grise. Il réalisa soudain qu'à cette époque, la famille Blanc-d'Or était censée être au sommet de sa puissance. Tandis qu'il était perdu dans ses pensées, Asta interpella Damian par son nom. Ce dernier répondit avec un enthousiasme débordant, dévoilant son autre œil, d'un vert profond. Le gamin avait les yeux verrons, et cette vision déclencha chez Asta le souvenir foudroyant d'un détail capital, qu'il avait totalement occulté. Cet enfant aux yeux verrons n'était autre que celui qui deviendrait le monstre de Blanc-d'Or. Il était le boucher d'aimant, celui que même la mort refusait de prendre. Une fois la guérison d'Asta achevée, Damian s'accroupit sur le sol, pour compter les fourmis, tel un enfant ordinaire, laissant Asta en plein désarroi. Avant sa régression, alors qu'il n'était encore qu'un simple sbire, la famille de Clan l'avait envoyé avec ses camarades en mission chez les Blanc-d'Or. Officiellement, la famille Blanc-d'Or requérait leur aide pour neutraliser un monstre qui hantait leur domaine. En route, Asta et ses compagnons s'imaginaient affronter un ogre ou une créature du même acabit. Mais en arrivant sur les lieux, ils découvrirent une scène d'une horreur absolue. C'était Damian, en train de mettre en pièces des hommes comme si de rien n'était. Le gamin lançait des sorts de guérison, magiques à l'infini, hilar, se battant avec la fureur d'un démon. C'est ce jour-là qu'il gagna son surnom, le monstre de Blanc-d'Or. Un véritable boucher, impossible à abattre. Asta choisit de chasser ses souvenirs pour se focaliser sur l'instant présent.
Il se demande ce qu'un descendant direct de la lignée Blandor peut bien fabriquer ici, devant lui. Après tout, il est pratiquement le seul héritier de la maison, ce qui rend sa présence dans la zone grise totalement incongrue. C'est alors que Damian lui fait une proposition, pour le moins surprenante. Il suggère à Asta qu'il devrait manger. Damian explique que sa mère lui a toujours dit de bien manger pour être en bonne santé. Et il met la faiblesse d'Asta sur le compte de son estomac vide. Asta ne peut qu'acquiescer, forcé de reconnaître que le gamin a totalement raison. Asta lui demande alors s'il a de l'argent sur lui. Damian répond par l'affirmative et sort une bourse pleine à craquer de pièces d'or. Le visage d'Asta s'illumine à cette vue, et il déclare sur le champ qu'ils sont désormais les meilleurs amis du monde. Damian est déconcerté par cette amitié si soudaine, mais Asta parvient à embobiner le jeune garçon. Il lui explique que les vrais amis, ça partage tout ce qu'ils possèdent. Damian, naïf, tombe dans le panneau, et approuve. Asta suggère alors d'aller se remplir la panse, ce que Damian accepte avec enthousiasme. Une fois leur repas terminé, ils trouvent refuge dans un abri. Le ventre d'Asta est plein pour la première fois depuis une éternité. Damian s'étonne de voir qu'il y a une maison juste au-dessus d'eux, l'endroit où ils ont mangé. Il confie qu'il dormait dehors et lâche soudainement qu'il n'a pas de père, lui non plus. Asta le reprend, affirmant qu'il a bien un père, mais Damian refuse de le reconnaître. Asta enchaîne et demande à Damian s'il a une mère, mais Damian répond que non. Pour faire simple, il considère qu'ils n'existent pas puisqu'ils ne sont pas à ses côtés. Asta commence enfin à saisir la situation et tente de reconstituer le puzzle. Il demande à Damian depuis combien de temps il est seul. Damian lui révèle alors qu'après s'être enfui de chez lui, il a dormi 10 fois. Asta se demande si Damian est pourchassé, car cette histoire de 10 sommeils l'intrigue. Asta en déduit qu'il est parti depuis 10 jours. C'est là que Damian précise qu'il a aussi fait des siestes. Parfois même, 2 par jour. Cependant, le nombre total de fois où il a dormi s'élève à 10. Avec cette information en tête, Asta conclut qu'il a quitté sa famille depuis au moins 3 ou 4 jours. Damian se comporte comme n'importe quel enfant, et Asta réalise que même les plus grands psychopathes ont un jour été innocents. Puisque Damian est tout seul, Asta décide de jouer les babysitters et, par la même occasion, de tisser un lien avec la famille Blandor. Il sait que cela lui sera sans aucun doute d'une grande aide quand viendra le moment d'affronter la famille de Clan. Cependant, Asta reste hanté par le souvenir de l'homme qui l'a roué de coups 57 fois. Avant de s'allonger, Asta prévient Damian de ne pas le déranger car il a quelque chose d'important à faire. Damian devine instantanément qu'Asta veut pratiquer sa respiration. Apparemment, dans sa vie antérieure, Asta avait bâti ses fondations magiques sur des bases trop simples, ce qui l'avait poussé à s'infiltrer parmi les nobles, pour leur dérober des sortilèges. Il a frôlé la mort à de multiples reprises, mais a réussi à obtenir plusieurs sorts, comme celui du corps renforcé, utilisé par les chevaliers. Il en a acquis plusieurs autres, mais c'est au seuil de la mort qu'il a finalement entrevu le véritable pouvoir. Cependant, cette fois-ci, son objectif est de devenir bien plus fort. Le sortilège qu'il convoite est l'art fondamental des déclans, la technique de l'origine céleste. C'est un art primordial qui permet l'assimilation de tous les attributs du mana. Il l'avait mémorisé jadis pour ses recherches, et il se réjouit de pouvoir enfin l'utiliser. Il l'emploie enfin. C'est la fameuse technique de respiration. À l'instant même où il l'active, une vague de puissance déferle sur lui, comme si de la lave en fusion parcourait ses veines. Bien que la douleur soit insoutenable, Asta est résolu à la supporter. Soudain, il voit les impuretés s'extraire de son corps et se consumer. Il se trouve que cette technique est réservée à l'élite des nobles, et elle force le mana à circuler pour purger les impuretés des circuits. Asta se plonge corps et âme dans ce processus, et se retrouve bientôt baignant dans un océan de mana. Lorsqu'il émerge enfin de cette épreuve douloureuse, Damian a sombré dans le sommeil. Il est stupéfait de constater qu'il ne reste plus la moindre impureté dans ses circuits. De surcroît, son mana est désormais totalement purifié, bien plus puissant que dans sa vie passée. Il sait toutefois que, même avec cet atout, terrasser des clans reste une mission impossible. Néanmoins, ses chances de victoire viennent de grimper en flèche. Asta se remotive, se rappelant qu'il est un expert des situations désespérées, du genre à ne jamais lâcher l'affaire. Un peu plus tard, Asta aide Damian à se teindre les cheveux en brun, et lui trouve d'autres vêtements pour masquer son identité. Pour parfaire le déguisement, il lui file une casquette. Damian lui demande alors la suite du programme, et Asta lui annonce qu'ils sortent pour foutre le bordel. Quelques instants plus tard, Asta tombe sur le type qui l'avait frappé 57 fois. Dès que ce dernier l'aperçoit, il lui demande où il avait bien pu passer. Mais avant qu'il ait le temps de cracher d'autres insanités, Asta lui décoche un direct dans l'estomac.
Le choc propage une vague d'agonie dans tout son corps, le mettant KO sur le champ. Asta est plutôt fier de son coup. Il a visé juste. Mais Asta est loin d'en avoir terminé avec lui, car il a bien l'intention de lui en coller 123. Le reste de la bande n'a pas tardé à entendre le raffut et ils ont rappliqué pour voir que leur petit protégé était la source de tout ce boucan. Dans sa tête, Asta savoure déjà d'avance toutes les horreurs qu'il va leur faire subir. Il laisse alors exploser sa rage et se met à démolir les autres. Il infuse son point de mana pour que chaque impact soit un supplice. Damian, en retrait, observe Asta déchaîner sa fureur, et il jubile à chaque seconde. Pour pimenter les choses, Damian se met à soigner les types pour qu'ils puissent encaisser encore plus de corrections de la part d'Asta. Le premier à en profiter est justement celui avec qui Asta a un compte personnel à régler. Le gars croit que Damian l'aide, jusqu'à ce qu'Asta le chope en lui rappelant le nombre exact de coups qu'il compte bien lui administrer. Une fois lassé de les cogner à main nue, Asta décide de passer au can. Il cravache le chef de la bande avec une telle force que son postérieur se met à fumer. Mais il n'a toujours pas terminé son affaire. Il appelle Damien pour le remettre sur pied, histoire de pouvoir recommencer le manège. Pour la victime, ce ne sont pas des gamins qu'il a en face de lui, mais une bande de démons sadiques qui en ont après sa peau. Quand Asta s'est bien amusé durant toute la journée, il décide finalement que ça suffit. Et pour couronner le tout, il remercie ses victimes pour leur coopération. Il s'est servi de punching balls personnels, et il se sent pleinement satisfait. Il a réussi à distribuer plus de 100 coups par tête, ce qui donne un total de plus de 1000 impacts, et il est fier de sa performance. Le chef des victimes demande alors poliment à Asta s'ils peuvent disposer, et il acquiesce. Le type rappelle alors à Asta qu'il est sur son territoire, insinuant discrètement que c'est plutôt à Asta de déguerpir. Asta saisit l'allusion et le foudroie du regard, libérant une aura si terrifiante qu'elle cloue sur place le type et ses compères de se mettre à l'écart. C'est à cet instant précis qu'Asta perçoit une présence qui se rapproche d'eux. Il devine que l'individu en question est redoutable, à la manière d'un tueur à gages. C'est là qu'il comprend que leur cible pourrait bien être Damien. Asta s'étonne qu'on ait pu les pister malgré toutes ces précautions. Il prend alors conscience qu'il se trouve dans une fâcheuse position. Mais il n'a aucune intention de rester là à attendre passivement l'assaut. Ayant lui-même été un assassin dans sa vie antérieure, il a été maintes fois confronté à des situations critiques, et celle-ci n'y fait pas exception. Il concentre alors toute l'énergie magique à sa disposition et la compresse à de multiples reprises. Grâce à cela, il façonne une sphère de mana qu'il pointe directement sur l'individu qui leur fonce dessus. Il décoche son projectile, mais son adversaire exécute une glissade soudaine sur les genoux, esquivant l'attaque avant de hurler le nom de Damien tout en l'interpellant comme son jeune maître. L'homme glisse jusqu'au pied de Damien, et il s'avère que ce dernier sait parfaitement de qui il s'agit. Visiblement, c'est un majordome au service de la famille, et il se nomme Alfredo. Il étreint Damien avec force, mais le jeune garçon lui ordonne de le lâcher. Alfredo s'y refuse, prétextant qu'il a pour mission de ramener Damien auprès des siens. Asta, juste derrière, observe cette scène pour le moins singulière se dérouler sous ses yeux. Il comprend enfin que Damien a fugué de chez lui. Une fois les présentations achevées, Alfredo invite Asta à les accompagner jusqu'au domaine familial, arguant que Damien semble s'être pris d'affection pour lui. Asta prend un instant pour peser le pour et le contre de cette proposition. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il s'agit d'une famille de haut rang, mais il peine à véritablement discerner leurs intentions réelles. Il n'y était jamais allé, mais comme le domaine familial est sur la route de la ville, l'occasion est parfaite. L'académie de Zenion est également toute proche, et vu que sa bibliothèque est réputée comme l'une des meilleures, Asta compte bien y faire un tour en vue de bâtir sa propre collection. Après avoir pesé le pour et le contre, Asta accepte la proposition. Peu après, ils atteignent le domaine familial. Asta descend de la calèche, réalisant que c'est la toute première fois qu'il met officiellement les pieds dans cette demeure. L'heure étant déjà avancée, Alfredo leur suggère de se reposer. Il demande à une servante, Lance-Ancy, de s'occuper des jeunes garçons. Lance fusille Damien d'un regard glacial, et ce dernier comprend aussitôt qu'il est dans de beaux draps. Plus tard cette nuit-là, Alfredo se présente aux appartements de la matriarche, Gamo. Il l'informe que Damen a été retrouvé dans la zone grise, et qu'il vient tout juste de le ramener. Gamo, femme au sang chaud, laisse éclater sa fureur en un sort d'attaque dévastateur avant même d'apprendre que son fils est en parfaite santé. Elle pousse un soupir de soulagement, aussitôt imité par Alfredo. Il savait pertinemment que quiconque aurait osé toucher à un cheveu de Damien aurait signé son arrêt de mort. Il faut dire que Gamo était autrefois surnommée la sorcière de sang, et sa colère est une force de la nature impossible à contenir. Une fois calmé, Gamo félicite Alfredo pour son efficacité.
Avant de se retirer, ce dernier ajoute qu'il a encore une chose à lui dire. Alfredo révèle à Gamo que le nouvel ami de Damen, un certain Asta, avait détecté sa présence, bien avant qu'il ne se manifeste. En réaction, le garçon avait déjà préparé une contre-offensive. Alfredo précise qu'Asta tenait une sphère de mana prête à l'emploi lorsqu'ils se sont finalement retrouvés face à face. Gamo est visiblement impressionné par cette révélation, et elle concède que c'est un talent hors du commun pour un gamin venant de la zone grise. C'est précisément pour cette raison qu'Alfredo s'adresse à la matriarche, il a une faveur à lui demander. Le lendemain, Asta est tiré du sommeil par une proposition d'Alfredo, lui demandant de devenir son digne successeur. Asta reste bouche bée, et Alfredo savoure intérieurement de l'avoir cueilli à froid. Il est persuadé qu'Asta va se jeter sur cette chance inespérée. Quelle n'est pas sa stupeur quand Asta décline l'offre sans la moindre hésitation. Alfredo se demande s'il a bien entendu, s'il ne devient pas sourd. Même Damian est abasourdi par le refus d'Asta. Ce dernier reconnaît la valeur de la proposition, mais il explique à Alfredo que la situation actuelle lui convient parfaitement. Alfredo saisit sur le champ, Asta vient des bas-fonds et a développé sa magie par pur talent inné, d'où son arrogance démesurée. Alfredo tente alors de faire redescendre Asta sur Terre en lui rappelant que le monde est bien plus grand qu'il ne l'imagine, et qu'il ignore tous des périls qui s'y cachent. Alfredo l'assimile à un gobelin perdu au fond d'un canyon immense, mais Asta le rectifie, se voyant plutôt comme une wyverne. Alfredo est sidéré par une telle audace, et décide de lui ouvrir les yeux. Il conduit alors Asta jusqu'au centre d'entraînement des majordomes, là où les aspirants sont en pleine séance. Alfredo, non sans fierté, lui présente cette démonstration de force. Il explique à Asta que ces jeunes gens ont le même âge que lui et qu'ils sont l'élite de la maison Blandor. Asta jette un œil aux novices et reconnaît la rigueur de leur formation, qui a effacé toute trace d'enfance en eux. Néanmoins, il n'est toujours pas le moins du monde impressionné. Asta signale à Alfredo qu'il perçoit leur aura, ce qui ravit le vieil homme. Il relance donc sa proposition, lui promettant qu'il pourra briller tout autant que ces jeunes prodiges. Pourtant, Asta oppose un nouveau refus, rétorquant à Alfredo qu'il a la lumière en horreur. C'est à cet instant qu'un des jeunes, un certain Winster, se manifeste. Winster s'adresse à Alfredo, avançant une suggestion. Pour lui, Asta n'est qu'un imposteur sans talent, ce qui expliquerait son refus de l'offre. Il est même persuadé qu'Asta est incapable de mesurer leur véritable niveau d'excellence, et il se propose de le lui démontrer. En somme, il le provoque en duel, et Alfredo décèle immédiatement l'arrogance du jeune Winster, mais il donne son accord. Il se tourne vers Asta et lui demande s'il relève le défi. Asta saisit parfaitement pourquoi ce garçon veut l'affronter, tous les aspirants le voient déjà comme un rival. Ils devinent qu'à leurs yeux, il n'est qu'un parvenu chanceux, débarqué de nulle part, qui s'est vu offrir sur un plateau le poste de successeur du majordome en chef. Asta accepte le combat, mais demande à Alfredo s'il peut désigner son adversaire. Ce dernier acquiesce. Asta pointe alors son doigt vers Winster, mais ne s'arrête pas en si bon chemin et désigne 4 autres aspirants. La stupeur est générale quand Asta annonce qu'il veut les affronter à 5 contre 1. Winster n'en croit pas ses oreilles, et Asta lui lance qu'il est encore temps de faire marche arrière s'il a peur. Alfredo éclate de rire devant ce spectacle, comprenant qu'Asta possède l'audace requise pour son successeur. Alfredo demande alors à Asta s'il est prêt à joindre le geste à la parole, ce à quoi il répond par l'affirmative. Alfredo annonce alors à Asta qu'il recevra un présent s'il résiste ne serait-ce qu'une minute, mais que s'il échoue, il n'aura d'autre choix que de devenir son successeur. Asta perçoit l'entêtement dans la voix d'Alfredo, mais le pari ne l'intimide en rien. Une fois l'accord scellé, Alfredo leur ordonne de monter sur le ring. L'instructeur des apprentis, inquiet, se sent obligé d'interpeller Alfredo pour savoir si tout cela n'est pas trop risqué. Alfredo concède que c'est dangereux, mais qu'il est temps d'apprendre à Asta une bonne leçon d'humilité. Pris de panique à l'idée de blesser l'invité de Damen, l'instructeur s'approche de ce dernier pour l'avertir que son ami court un grave danger. Il supplie Damen d'interrompre le duel, mais à sa stupéfaction, Damen trépigne d'impatience devant le spectacle qui s'annonce. Il brûle d'envie de se joindre à la mêlée, mais l'encensi le retient, lui rappelant que GMA lui passerait un savon. C'est alors qu'Alfredo somme l'instructeur de lancer le combat sans plus tarder. L'homme, résigné, en vient à la conclusion qu'il n'a plus le choix. Sa conscience étant tranquille d'avoir tout tenté pour empêcher cette folie. Lance, percevant le malaise de l'instructeur, s'éclipse de là. Avant de disparaître, elle lance un avertissement à Damen, qu'il ne s'en mêle surtout pas. Damen lui répond par un sourire, lui assurant qu'il restera sage. Instructeur s'avance alors vers les combattants pour énoncer les règles du jeu.
Il leur précise qu'il s'agira d'une bataille rangée, chacun pour soi. Il leur signifie que le duel prendra fin uniquement à la reddition de l'un des camps. Il se réserve toutefois le droit d'interrompre les hostilités. À tout moment. Pendant ce temps, Winster toise Asta avec un mépris non dissimulé, se délectant à l'idée de l'humilier et de révéler sa prétendue imposture. Sur ce, l'instructeur donne le signal et sans perdre une seconde, Asta propulse un point chargé de mana directement dans l'estomac de Winster. L'impact l'envoie valser en arrière, plié en deux par la douleur et suffocant. Avant même que Winster ne comprenne ce qui lui arrive, Asta a déjà neutralisé le reste des apprentis. Tout gise au sol, se tordant dans d'atroces souffrances, seul Winster tient encore péniblement sur ses jambes. Asta le dévisage, avec un air de prédateur, lui promettant de lui faire vivre des sensations inoubliables. Asta prononce ces mots, tout en jonglant nonchalamment avec des sphères de mana. Il annonce à Winster la première leçon du jour, ne jamais, au grand jamais, sous-estimer son adversaire, quelle que soit sa taille. Winster blêmit, terrifié, en réalisant la facilité déconcertante avec laquelle Asta manipule ses orbes d'énergie pure. Winster n'ignore rien de la maîtrise requise pour un tel exploit. Asta, imperturbable, poursuit son cours magistral et lui dit que la deuxième règle est de cesser de juger les gens sur les apparences. Pour illustrer son propos, Asta bombarde Winster et ses comparses d'une véritable averse de sphères de mana. Leurs cris de douleur résonnent, chaque impact leur infligeant un supplice. Et pour la troisième leçon, Asta révèle à Winster que le monde est un endroit bien plus vaste et cruel qu'il ne l'imagine. S'approchant de sa victime, Asta lui porte le coup de grâce. Arborant un sourire carnassier, il annonce aux apprentis qu'il se chargera personnellement de leur inculquer les leçons qu'il vient d'énoncer. Winster, à l'agonie, hurle qu'Asta est un dément. Il l'accuse de ne même pas utiliser de la magie contre eux, mais Asta rétorque que c'en est bel et bien. Poursuivant sa démonstration, Asta envoie un coup de pied à la tête de Winster tout en précisant qu'il emploie de la magie purement physique. L'assistance est médusée, voyant Asta corriger les apprentis comme de vulgaires paillassons. Il les malmène et les traîne au sol comme s'il s'agissait de ses propres pantins. Alfredo, quant à lui, est stupéfait par la puissance des sphères magiques déployées par Asta. Il tente d'évaluer le niveau de compression de cette magie. Au vu de la force dévastatrice des projectiles, Alfredo en déduit qu'elles ont été condensées au moins 4 ou 5 fois. Une sueur froide le parcourt alors qu'il réalise que s'il avait été touché par ces orbes de mana, il aurait subi des dégâts considérables. Il prend conscience qu'Asta possède une maîtrise absolue de son mana inné. Et pour couronner le tout, il excelle dans l'art de distribuer des corrections. En retrait, Damen est affairé à soigner les blessés, histoire qu'Asta puisse prolonger le plaisir. C'est alors que Lance fait irruption dans la pièce, accompagné de Gamo. Celle-ci somme immédiatement Alfredo de se présenter. En réalisant que la directrice est là, l'instructeur lâche un soupir de soulagement mêlé de crainte. Soulagé de voir qu'ils sont enfin tirés d'affaire. Gamo se tourne vers Alfredo pour savoir ce qui se trame, et il lui avoue qu'il ne faisait que mener une simple évaluation. Gamo n'en croit pas ses oreilles qu'Alfredo puisse qualifier ce carnage de test. Pendant ce temps, Asta est en train de pulvériser les apprentis, avec Damen qui assure ses arrières. Exaspéré, Gamo ordonne à Alfredo de rassembler ses troupes et de leur dire à sonner la retraite. Dans la foulée, elle intime à Damen et Asta de regagner leur quartier. C'est alors qu'elle s'avance vers l'instructeur et lui annonce froidement qu'il est viré, laissant le pauvre type sous le choc. Plus tard cette nuit-là, Gamo fait comprendre à Alfredo qu'il a dépassé les bornes, même si ses intentions étaient louables. Alfredo reconnaît sa faute et assure à Gamo qu'il est prêt à en assumer les conséquences. Gamo cherche alors à savoir si Asta a bénéficié de l'aide de Damian durant l'affrontement, ce qu'il nie. Alfredo explique qu'Asta a simplement un talent naturel pour distribuer des corrections. Alfredo poursuit en révélant à Gamo qu'Asta a de nouveau utilisé sa fameuse balle magique. Sauf que cette fois, il l'a compressée à plusieurs reprises pour en décupler la puissance. En entendant ça, Gamo comprend qu'Asta possède une maîtrise de son mana tout à fait exceptionnelle. Gamo n'a peut-être pas tout vu, mais elle est arrivée juste à temps pour voir Asta corriger 5 apprentis simultanément, avec une facilité déconcertante. Gamo sait pertinemment que manipuler une balle magique est un véritable défi, y compris pour un mage de haut rang. Elle enchaîne en interrogeant Alfredo sur la fameuse proposition de succession, mais il doit informer la matriarche qu'Asta l'a balayée d'un revers de main. C'est là que Gamo réalise qu'elle a sérieusement sous-estimé ce garçon. Elle ordonne à Alfredo de lui faire venir Asta sur le champ. Quelques instants plus tard, Asta se retrouve face à Gamo, mais Damen est également présent, grignotant des biscuits tel le parfait petit prince. Avant que Gamo ne puisse prononcer le moindre mot, elle dépose une boîte sur la table, destinée à Asta. Ce dernier est interloqué,
et Gamo lui rappelle qu'Alfredo et lui avait promis une récompense. Asta est d'autant plus stupéfait de voir que le cadeau vient de Gamo en personne. Elle l'invite à ouvrir la boîte, et ce qu'il y découvre le laisse sans voix. Un objet d'une qualité exceptionnelle. La surprise d'Asta est totale car même au sein de la famille Blandor, seuls les membres des 5 plus hautes divisions de mages ont droit à un tel privilège. Forcément, Asta sent qu'il y a anguille sous roche. Comme si elle lisait dans ses pensées, Gamo l'assure qu'il peut accepter ce présent. L'esprit tranquille, Gamo précise que c'est pour remercier Asta d'avoir aidé son fils dans la zone grise, et aussi en guise d'excuse pour les événements qui se sont déroulés plus tôt. Mais Asta, méfiant, ne compte pas tomber dans le panneau et demande à Gamo s'il devra en contrepartie rejoindre la maison Blandor en consommant l'objet, ce qu'elle dément formellement. Il demande alors si l'objet est empoisonné, mais sa réponse est toujours négative. Asta n'en revient pas d'apprendre qu'il n'y a absolument aucune condition attachée à ce cadeau. Il remercie alors la dame pour sa générosité. C'est alors que Gamo ajoute qu'elle a une proposition à lui faire. À cet instant précis, Asta se dit qu'il avait raison de se méfier. Gamo dévoile son plan, arranger l'admission d'Asta à l'académie pour qu'il puisse y accompagner Damian. Asta ne comprend pas bien, alors Gamo lui explique que Damian aurait dû intégrer l'académie l'an passé, mais qu'il avait refusé net, reportant l'échéance à cette année. Cependant, Gamo n'avait pas anticipé que son fils prendrait la fuite de la Asta. Elle a bien vu que Damen apprécie la compagnie d'Asta, et c'est la raison de sa demande. Asta comprend alors que Gamo est en train de jouer sa meilleure carte pour s'assurer que Damen reste à l'académie, car si elle le force, il s'enfuira à nouveau. De son côté, Asta flaire l'opportunité en or. Après tout, l'académie pourrait lui offrir une quantité de liens, il ne croit pas que l'idée soit mauvaise. En fait, il la sait excellente, mais il ne peut s'empêcher de sentir comme une chaîne invisible se resserrer autour de son cou. Il choisit donc de dire à la matriarche qu'il a besoin de temps pour peser le pour et le contre. Gamo acquiesce à sa décision, et elle lui signifie qu'elle patientera pour sa réponse. Curieuse, elle l'interroge ensuite sur les raisons de son refus de devenir le prochain héritier. Asta, sentant la présence indiscrète d'Alfredo derrière la porte, décide de piquer son orgueil au vif. Il répond nonchalamment à la dame que ses propres genoux ont bien trop de valeur pour lui. Une manière à peine voilée de dire qu'il ne s'agenouillera devant personne, un message direct pour l'indiscret, qui se planque étant l'oreille. De retour dans sa chambre, Asta absorbe l'artefact et le résultat le laisse pantois, devant les transformations qui s'opèrent en lui. Son mana a explosé, et ce, avec une simple absorption de 10%. Sa propre morphologie est également en pleine mutation, se rapprochant de celle d'un flammorn. Ce qui sidère encore plus Asta, c'est que l'assimilation de l'objet ne laisse la moindre impureté dans son organisme. Quant à l'académie, sa réflexion est terminée, sa décision est prise. Il est bien conscient qu'intégrer cette institution est le chemin le plus court pour trouver un mécène. Les avantages sont légion, c'est indéniable, mais il ne peut se défaire du sentiment de mettre le pied dans un engrenage. Pour s'éclaircir les idées, Asta décide d'aller faire un footing. À peine a-t-il franchi le seuil de sa chambre qu'une voix l'interpelle, lui demandant s'il est bien Asta. Il pivote pour faire face à l'inconnu, qu'il a apostrophé. Il jauge son apparence, marquée par une chevelure blond platine. Sachant que Damen est l'héritier direct, Asta en déduit que ce type doit être de la même famille. Malin, Asta décide de bluffer, affirmant qu'il n'est pas l'Asta qu'il recherche. L'interlocuteur est décontenancé. Le visage qu'il a en face de lui correspond parfaitement à la description qu'on lui a fournie. Asta enfonce le clou, prétextant que la couleur de ses cheveux varie avec la lumière, et que par conséquent, beaucoup de détails pourraient être trompeurs. Le blondinet, presque convaincu, conclut à une méprise et tourne les talons en s'excusant pour le dérangement. C'est à cet instant précis qu'Alfredo déboule en trombe, lâchant le nom d'Asta au pire moment imaginable. Le majordome est venu pour insister sur cette histoire de service, mais sa gaffe vient de griller la couverture d'Asta aux yeux de Pronard, l'inconnu qui était sur le point de s'en aller. Celui-ci se retourne sur le champ, un sourire narquois aux lèvres, clamant qu'il avait raison, car Asta a vraiment une sale tête. Coincé, Asta n'a d'autre choix que d'abandonner sa supercherie et d'admettre être celui qu'il recherchait. Le mensonge irrite profondément son interlocuteur, mais la présence d'Alfredo le pousse à la retenue. Néanmoins, il lance un défi à Asta, le retrouver plus tard au hall des mages pour lui apprendre les bonnes manières à sa façon. Une fois le provocateur parti, Alfredo s'enquiert naïvement de la situation, mais Asta le rassure d'un non. Intérieurement, Asta bouillonnait et cherchait justement un exutoire pour sa frustration, et ce type arrogant lui apparaît comme le cobaye idéal. Asta compte bien se rendre au
hall des mages un peu plus tard pour lui régler son compte. Changeant de sujet, Asta demande à Alfredo s'il peut s'entretenir avec Gamo sur le champ. Asta était immédiatement conduit au bureau de Gamo. Celle-ci est surprise qu'Asta sollicite un entretien à une heure aussi matinale. Elle lui demande si sa décision est prise suite à leur discussion, ce à quoi il répond par l'affirmative. Contre toute attente, il annonce à Gamo son intention de s'inscrire à l'académie, acceptant ainsi leur proposition. Gamo est stupéfaite par ce revirement, mais en même temps, elle se sent profondément soulagée. Gamo assure alors à Asta que toutes les dispositions seront prises sans délai. Sur ces mots, Asta prend congé et quitte la pièce. Alfredo fait son entrée et bombarde Gamo de questions sur Asta, qui lui confirme que le garçon a mordu à l'hameçon. Une nouvelle qui illumine le visage d'Alfredo. Il savoure déjà sa victoire. Leur plan est simple. Ils vont régler les frais de scolarité d'Asta pour le premier semestre. Mais pour le suivant, Asta se retrouvera dans la panade pour payer la suite. Alfredo parie que l'angoisse le rongera, car son désir d'apprendre sera insatiable. Et c'est là qu'Alfredo, tel un sauveur, interviendra pour lui tendre la main. Gamo, exaspéré, est obligé de le calmer. Elle lui signale qu'il fait un boucan pas possible. Alfredo, penaud, s'excuse et file vers la cuisine, l'heure du petit déjeuner approchant. Une fois seul, Gamo saisit la raison de cette euphorie. Alfredo tient enfin l'occasion de faire d'Asta son protégé, son héritier. Mais Gamo ne peut s'empêcher de penser que ce plan est monté à la va-vite. Pourtant, Alfredo affiche une confiance à toute épreuve. Il faut dire que l'ancien chef des majordomes a utilisé exactement le même stratagème avec lui. Pendant ce temps, Asta se met en route pour la salle des mages. Là où l'andouille de service lui a donné rendez-vous, Asta pousse la porte et tombe sur un mage encapuchonné qui lui demande sèchement ce qu'il fabrique ici. Incapable de nommer le petit morveux qu'il a envoyé, Asta se met à bredouiller. C'est alors que le mage change radicalement de ton, tout joyeux, et lance à Asta qu'il l'attendait avec impatience. Il lui fait signe de le suivre et le guide vers une autre salle. Il l'invite à entrer, non sans lui dire de faire gaffe à sa tête. À peine le seuil franchi, Asta se fait accueillir par une rafale de parchemins volants, qui fusent dans tous les sens. Il pige aussitôt l'avertissement du mage. Au milieu de ce chaos, il aperçoit un type qui s'avance vers lui. Il se présente, Wenji von Blondor. Il demande à Asta s'il est là pour voir son petit frère, ce qui laisse notre héros complètement perplexe. Il se demande si le petit prétentieux qu'il a croisé serait son frère. Décidément, il y a une chose qu'Asta a apprise sur les mages durant sa vie passée. Ils partagent tous une particularité capillaire assez tragique. Au début, tout commence par des cheveux un peu en pagaille. Puis ils finissent par s'en arracher des touffes entières, jusqu'à ce que plus rien ne pousse. En gros, Asta a classifié le phénomène en 3 phases distinctes. Phase 1, le déni. Le mage refuse d'admettre la chute et se cache sous sa capuche. Vient ensuite la phase 2. La résignation. Il laisse tomber et expose fièrement son crâne lisse au grand jour. Et enfin, la phase 3, l'acceptation pure et simple de la réalité, où ils embrassent leur destinée en se rasant complètement la tête. Mais il existe une 4e phase, officieuse, où ils se lancent dans une quête désespérée. Pour accomplir l'impossible, ils s'acharnent à créer un sortilège de repousse capillaire, mais jusqu'à présent, personne n'y est jamais parvenu. Étrangement, aucune de ces théories ne semble s'appliquer à Wenji, qui se tient là, avec sa chevelure parfaitement intacte. Avant toute chose, Wenji tient à s'excuser pour le comportement de son petit frère envers Asta. Asta lui demande alors si, par hasard, il travaille dans une académie. Wenji lui apprend qu'il n'est autre que le vice-doyen en fonction, tout en lui servant un verre. Asta est bluffé qu'un type comme Wenji occupe déjà un tel poste dans une académie, quelle qu'elle soit. Il se dit que Wenji doit être sacrément compétent, car un poste pareil ne s'obtient pas juste en portant un nom de famille prestigieux. Wenji le taquine un peu, lui faisant remarquer qu'il ne ressemble à personne d'autre. Il enchaîne en révélant qu'il est au courant de sa situation. On l'a poussé à postuler à l'Académie Zenian, et ce n'est pas rien. Wenji félicite Asta, soulignant que c'est une excellente occasion pour lui de parfaire ses connaissances. Wenji ajoute qu'il est lui-même un ancien de l'Académie, de la 145e promotion. Pour être précis. Asta reste de marbre, se demandant bien qui a pu lui demander de déballer son CV avec autant d'enthousiasme. Remarquant sa réaction, WGI se rétracte aussitôt, s'excusant platement et mettant ses paroles sur le compte de l'enthousiasme. Asta suggère d'entrer dans le vif du sujet, mais WGI l'interrompt, précisant qu'il y a un point qu'il souhaite d'abord éclaircir. Il demande alors de but en blanc à Asta s'il serait prêt à jouer sa vie pour un ami. Une question qui laisse Asta totalement pantois. WGI révèle alors que l'enjeu de toute cette histoire n'est autre que la réputation de la famille Blondor. Il plonge ensuite la main dans son inventaire magique et en extirpe un grimoire. À sa vue,
Le visage d'Asta se fiche de stupéfaction. WGI lui annonce qu'il est disposé à lui céder ce tome, à condition qu'il mette sa vie en jeu. Ce livre n'est rien de moins que le secret de la famille Blondor. La lumière de guérison. Pendant ce temps, Gamo, tout en jardinant, songe à l'installation de Damian à l'académie. Elle se réjouit que tout se soit passé sans encombre. Elle voit aussi en Asta un véritable ami pour Damian. Elle est persuadée de la bonté foncière d'Asta, même si Alfredo le trouve parfois un peu tête brûlée. Mais Gamo n'est pas inquiète. Pour autant, car chaque enfant a sa part d'espièglerie. Gamo est surtout ravi de voir que même après avoir appris les origines de Damian, le comportement d'Asta à son égard est resté le même. Gamo sait que les personnes comme Asta sont une denrée rare, c'est pourquoi elle souhaite le garder près d'eux. Néanmoins, Gamo est consciente d'une dure réalité, Asta est comme un oiseau sauvage que personne ne pourra jamais mettre en cage. Cependant, elle compte bien trouver un moyen de garder Asta près d'elle. Pour le bien de son fils, Damian, elle est prête à tout pour le maintenir dans leur cercle. De retour dans la salle des mages, Asta s'interroge. Pourquoi WGI lui offrirait-il sur un plateau la technique secrète de sa famille? Il tente de sonder la situation pour déceler un éventuel piège. De son côté, WGI essaie de déchiffrer les émotions d'Asta, en vain. Le jeune homme reste de marbre, impénétrable. Il le compare à un homme masqué dont on ne peut deviner la véritable identité. WGI conseille alors à Asta de peser soigneusement sa réponse, et de ne pas se laisser éblouir par la récompense qui lui tend les bras. Asta annonce alors à WGI qu'il est prêt à lui donner sa réponse. Pour faire simple, Asta explique à WGI que si sa requête est dans ses cordes, il acceptera. Sinon, il n'y aura pas d'accord. WGI prévient alors Asta que le simple fait d'écouter sa proposition pourrait lui coûter la vie. De plus, s'il entend l'offre et la refuse, WGI laisse entendre qu'il pourrait être contraint de l'éliminer. Sans la moindre once de peur dans la voix ou sur son visage, Asta répond à WGI qu'il est libre de tenter sa chance. Car après tout, on ne vit qu'une fois. Ironique, venant de quelqu'un qui vit sa seconde vie. En entendant cela, WGI libère son aura écrasante pour intimider Asta, mais ce dernier ne bronche pas. Comprenant que le jeune homme n'est pas du genre à trembler, WGI esquisse un sourire et lui annonce qu'il a passé le test. Il explique avoir besoin de quelqu'un en qui il puisse avoir une confiance aveugle, et que cette personne ne peut appartenir à sa propre famille. WGI noie le poisson un instant avant de révéler le fond de sa pensée. Il explique à Asta que son problème n'est pas une simple querelle de pouvoir interne. Au contraire, il affirme que sa famille est très unie, mais qu'il semble être sous l'étroite surveillance de la famille de Klein. Asta, stupéfait par cette révélation, demande à WGI pour quelle raison la famille de Klein le tient à l'œil. Puisque Asta a déjà prouvé ne pas craindre la mort, WGI lui dévoile son véritable dilemme. Il s'avère qu'il menait des recherches sur la magie originelle des deux clans, et qu'il aurait fait une découverte capitale. Apparemment, il serait parvenu à s'approprier leur magie des origines célestes, un pouvoir qui leur est exclusif. Asta, en entendant ces mots, sent un frisson le parcourir. Il comprend qu'il est assis en face d'un homme qui a déjà un pied dans la tombe. En quelque sorte. Il sonde WGI, lui demandant si ses recherches visent à le détruire. C'est alors que WGI lui révèle avoir, en réalité, trouvé un moyen de sublimer l'art secret de la famille de Klein pour l'élever à un niveau de perfection absolue. En entendant cela, Asta en tire une conclusion immédiate. Il est face à un véritable dément, un homme qui n'accorde aucune valeur à sa propre vie. WGI se justifie en affirmant qu'il ne pouvait tout simplement pas résister à la tentation de poursuivre ses recherches, et que c'est ce qui l'a poussé à agir. Pour Asta, WGI est un savant fou, mais en même temps, il réalise que la chronologie des événements coïncide parfaitement. Dans sa vie passée, lorsque Declan a exterminé la famille Blandor, WGI était entièrement absorbé par ses recherches sur le nouveau cercle des 10 000. Voilà pourquoi Declan n'a pas hésité un seul instant à s'en prendre à la famille Blandor dans le but de les éradiquer, car il avait entrevu le potentiel effrayant du cercle des 10 000. Asta commence à comprendre que Declan a pu s'approprier ce pouvoir, ce qui expliquerait sa force phénoménale. C'est alors que WGI sollicite Asta, lui demandant si il serait disposé à l'assister, car il est sur le point de faire passer ses travaux à l'étape suivante. Asta, intrigué, demande à WGI pourquoi il s'est adressé à lui pour cette mission si délicate. WGI lui confie qu'il ne pouvait en parler à sa propre famille, car il soupçonne la présence d'une taupe dans leur entourage, sans pour autant réussir à l'identifier. Asta émet l'hypothèse d'un secrétaire, mais WGI écarte cette idée, affirmant que le problème se situe probablement au niveau de la voie d'acquisition. WGI ajoute que dès l'instant où il a compris que son secret était compromis, il a pris ses dispositions. Asta le questionne alors,
Pourquoi ne pas simplement rallier le camp de Declan, puisque cela semble être la voie la plus sensée, et qu'il y serait sans doute accueilli à bras ouverts. WGI rétorque qu'il a ses propres raisons personnelles de ne pas se joindre à eux. Et comme Asta est totalement étranger à la famille Blondor, WGI voit en lui l'allié parfait. WGI lui explique qu'il s'agit d'un projet de recherche conjoint, mais que ses travaux sont pour l'instant dans une impasse. WGI promet à Asta qu'une récompense conséquente l'attend. Sa mission, remettre une thèse au professeur Perun, de l'Académie Xénon. En échange de ce service, WGI lui offre le sortilège de lumière de guérison. Asta flaire immédiatement une opportunité en or et décide de la saisir au vol. Il annonce à WGI qu'il a une contre-proposition. Asta exige le sortilège de lumière de guérison en guise de paiement initial, ainsi que le cercle des 10 000, une fois que WGI l'aura perfectionné. Asta tente un coup de poker audacieux. Lorsque WGI entend cette proposition, il ne peut s'empêcher de penser qu'Asta est un vaurien au culot monstre. Mais la mission étant capitale, WGI n'a d'autre choix que d'accepter l'accord. Il assure à Asta qu'il recevra le sortilège une fois sa mission accomplie. Cependant, WGI prévient Asta qu'il a lui aussi une condition à poser. Il souhaite qu'Asta lui prête main forte avant même la finalisation du cercle, ce à quoi Asta répond qu'il n'y voit aucun inconvénient. En prenant la thèse des mains de WGI, Asta le charrie, prétendant qu'il ne sait pas lire, avant de vite changer de sujet et d'assurer à WGI qu'il ne faisait que plaisanter. Asta demande ensuite si le professeur Perun est une personne digne de confiance. WGI lui apprend que Perun et lui étaient condisciples à l'académie, et qu'ils ont de tout temps été des rivaux acharnés. Ils cherchaient constamment à se surpasser l'un l'autre, mais leur compétition a pris fin le jour où WGI a rejoint sa famille. Asta peine à croire qu'il s'apprête à rencontrer un autre énergumène du même acabit que WGI à l'académie. De retour dans sa chambre, il découvre une pile d'ouvrages envoyés par WGI, accompagnés d'une lettre. Dans celle-ci, WGI indique à Asta la marche à suivre. Il se plongera dans ses livres pour nourrir son savoir. Sans une seconde à perdre, Asta se met à les organiser, en admettant au passage que WJ est un véritable génie. Asta commence alors à dresser la liste de ses mécènes littéraires, et tout en haut de celle-ci trône le nom de WGI. Asta a l'intention de déposer le grimoire de lumière curative dans la tour, une fois qu'elle sera érigée. Ainsi, tout le monde aura l'occasion de le consulter, mais il sait qu'il devra en toucher un mot à Damien plus tard. Il compte bien jouer de son amitié avec lui pour le convaincre. Asta tire déjà une grande fierté de son projet, car son ambition est de permettre au plus grand nombre d'apprendre la magie. Sa rencontre avec WJ lui semble absolument décisive. De son côté, WJ se réjouit aussi d'avoir croisé Asta, car il lui apparaît comme un atout précieux qui a piqué sa curiosité. De plus, il est impressionné par le fait qu'Asta n'ait pas scellé face à la mort. Ce n'était qu'une mise en scène, bien sûr, mais l'absence totale de crainte chez Asta n'a fait qu'attiser son intérêt pour il lui. J lit clairement dans les yeux d'Asta le regard de celui qui ne redoute pas le grand passage. Il est ravi d'avoir enfin déniché un individu de valeur, et non un de ces pourceaux ordinaires avec qui il a l'habitude de traiter. WJ sent également qu'Asta dissimule bien des secrets, mais loin de l'inquiéter, cela lui plaît. Au fond, il voit en Asta un esprit frère, quelqu'un qui partage la même ambition dévorante. Peu de temps après, Asta se prépare pour son départ à l'académie. Il boucle ses bagages et revêt l'uniforme de l'établissement. Lance vient le trouver dans sa chambre pour l'escorter. Elle l'informe qu'une simple formalité administrative l'attend à son arrivée à l'académie. Lance lui révèle alors que Damien et lui seront dispensés de l'examen d'entrée. Elle complimente ensuite sa tenue, lui assurant qu'elle lui sied à merveille. Asta, en parfait gentleman, remercie la jeune femme pour ce compliment. Il songe à cette dispense qui leur a été accordée, à lui et à Damien, et comprend que c'est un privilège normalement réservé familles les plus illustres. C'est ce qu'on nomme l'admission spéciale, et Asta est ravi d'en bénéficier également. Arrivé près de la calèche, il y trouve Damien et sa mère qui l'attendent. Celle-ci recommande aux deux garçons la plus grande prudence à l'académie, et Asta hoche la tête en signe d'assentiment. Gam l'ajoute qu'elle prie pour qu'il obtienne les résultats qu'il espère tant. Asta lui adresse un sourire reconnaissant. Au fond de lui, il est absolument déterminé à atteindre ses objectifs, car l'académie regorge d'opportunités, et il compte bien toutes les saisir. Il est également impatient de faire la connaissance de ses futurs camarades. Pendant le trajet vers l'académie, Asta se plonge dans le grimoire de magie lumineuse que WJ lui a confié. Il est bluffé par la clarté des interprétations du livre, qui rendent tout limpide. Visiblement, chaque noble
possède sa propre méthode d'interprétation des techniques, mais en comparaison des autres, Asta est convaincu que celle de WGI est en parfaite harmonie avec le principe céleste de Declan. Quelques instants plus tard, ils atteignent l'académie. Asta se colle à la fenêtre pour contempler la fameuse académie Zénon. L'Encensi leur annonce alors qu'ils sont au terme du trajet en calèche. Conformément aux préceptes du directeur fondateur, le jour de l'admission, quel que soit leur rang social, tous les étudiants doivent faire le reste du chemin à pied. L'Encensi leur signifie que c'est ici que leurs chemins se séparent, et elle souhaite aux garçons de bien profiter de leur séjour à l'académie. À peine descendu de la calèche, Damien agrippe Asta et lui lance qu'ils doivent se hâter vers le lieu de la cérémonie, car Lance l'a prévenu que les meilleures places risquent d'être vite prises. Ils risquent d'arriver en retard. Asta n'en croit pas ses oreilles. La cérémonie d'ouverture n'est pas une foire de village où la règle du premier arrivé, premier servi s'applique. Premier servi. Il comprend alors que cette remarque vient de Lancancy. Il devine sans peine que Lance a lancé ça comme un appât pour motiver Damen à presser le pas. Asta décide de jouer le jeu, juste pour cette fois. Ils atteignent rapidement la grande salle de la cérémonie, et Damien reste bouche bée devant la foule immense qui s'y trouve. Bien que la salle soit à moitié vide, Damen gobe encore les paroles de Lancy, persuadé qu'ils n'auraient jamais trouvé de place s'ils avaient tardé. Asta est sidérée par la naïveté de Damen, qui n'a toujours pas compris qu'il se faisait mener en bateau. Damen repère une place dans la salle et propose de s'y installer, laissant Asta perplexe. Il a du mal à saisir comment Damen peut être aussi surexcité d'être à l'académie, alors que c'est lui-même qui l'a fuyé comme la peste. Soudain, Damen heurte de plein fouet un autre étudiant, une montagne de muscles nommé Exter. Ce dernier toise Damen comme s'il s'agissait d'un vulgaire insecte. Asta s'empresse d'aider son ami à se relever, s'assurant que tout va bien. Damen le rassure, affirmant que c'est entièrement de sa faute, il n'avait qu'à regarder où il mettait les pieds. Alors que Damen et Asta s'apprêtent à continuer leur chemin, Exter les interpelle. Il se trouve que Damen a postillonné sur ses vêtements. Tandis qu'Asta tente encore d'analyser la situation, Damen se précipite sur le colosse pour essayer d'essuyer la tâche, ne faisant qu'empirer les choses. Ce geste rend Exter fou de rage et il balance une droite en plein visage de Damen. Mais Asta intercepte le point juste avant l'impact et somme le type d'arrêter son cinéma avant de faire une bêtise. Exter, furax, lui demande de quel droit il se mêle, et Damen lâche qu'Asta et son pote, un point c'est tout. Asta confirme, et là, Exter pige enfin le lien entre les deux. Cependant, Exter prévient Asta qu'il va amèrement regretter son intervention. Asta, pas du tout impressionné, voit très bien où ça va finir, et ça lui convient. Il a capté qu'Exter préfère largement le langage des points à celui des mots. Évidemment, ce petit manège ne tarde pas à attirer les regards de tous les autres élèves dans le couloir. Faut dire qu'Exter n'est pas n'importe qui. C'est le descendant direct de la famille d'Olumpi. Les spectateurs improvisés lancent déjà les paris sur l'issue du combat. Et la majorité mise gros sur une victoire d'Exter, qui devrait, selon eux, l'emporter haut la main. À côté, un autre élève tente de les calmer pour éviter que ça ne dégénère, avant que la situation ne devienne incontrôlable. Il fait remarquer qu'avec tout ce monde, ce n'est pas l'idéal pour une baston, mais un autre étudiant, bien plus enthousiaste, érige aussitôt une barrière magique autour du trio, leur offrant une arène privée. La plupart des étudiants se mettent à acclamer Exter, scandant son nom pour le soutenir. Pendant ce temps, un élève à l'air sinistre observe la scène. À l'écart, totalement étranger à l'agitation, mais il arbore un sourire énigmatique, comme s'il connaissait déjà l'issue du spectacle. Une fois piégé dans la barrière, Exter se présente fièrement et somme Asta de décliner son identité. Asta rétorque simplement qu'il n'est pas un sang bleu comme lui. Il préfère être vu comme un simple kidam qui se trouvait là par hasard. Exter, magnanime, propose alors à Asta de lui laisser l'honneur de porter le premier coup, prétextant son statut de mage. Cette proposition fait éclater de rire Asta, qui ne se prive pas de le charrier. Il n'en faut pas plus pour qu'Exter, piqué au vif, lui fonce dessus tel un taureau enragé. Asta lui rappelle alors calmement sa promesse d'affronter deux adversaires. Asta se dérobe à la droite du colosse et lui envoie une patate bien sentie en plein visage, le forçant à reculer. Exter n'en revient pas. Se faire sonner par un simple bisu de l'académie? La force brute de l'impact le laisse pantois. Il commence à douter, ce Asta est-il vraiment un mage? C'est alors qu'il réalise que Damen vient de lui lancer un sort de soin. Il se demande bien pourquoi Damen l'aide, sans se douter qu'il est sur le point de vivre le pire calvaire de son existence. Est encore en train de cogiter quand Asta surgit et lui décoche une nouvelle mandale en plein dans l'estomac. Avant qu'Exter ait pu comprendre, une pluie de coups s'abat sur lui.
il finit par piger leur petit jeu. L'un le démolit méthodiquement pendant que l'autre le remet sur pied. Il doit se rendre à l'évidence, il est tombé sur une paire de psychopathes finis. C'est alors qu'Exter sent une pointe de peur le glacer. Mais la foule d'étudiants qui assistent au spectacle se met à l'acclamer. Il lui hurle de tout donner, qu'il est l'unique espoir des combattants. Galvanisé par ce soutien inattendu, Exter finit par en retrouver ses esprits. Il explose de rage, traitant Asta de minable magicien. Il envoie une droite furieuse, mais Asta l'esquive avec une facilité déconcertante. Asta le chambre sur sa tentative, mais Exter, hors de lui crie de ne pas le prendre de haut. Sans la moindre retenue, Exter déploie son bras droit et connecte enfin. Asta est violemment projeté en arrière, sous les acclamations des étudiants qui hurlent de joie, célébrant le réveil d'Exter. Pourtant, ce dernier ne semble pas satisfait. Il sait pertinemment qu'il a bien touché Asta, mais le choc de l'impact lui a paru étrangement faible. Pendant ce temps, Asta exécute une pirouette acrobatique, pour atterrir parfaitement sur ses pieds. Exter reste bouche bée, mais il chasse vite sa surprise et charge Asta de nouveau. Asta jette un œil en arrière et voit que Damen continue d'inonder Exter de magie curative. Dans ces conditions, il sait qu'il sera quasi impossible de le mettre KO, il va devoir le finir en une seule frappe. Pour y parvenir, Asta décide d'utiliser une technique spéciale que lui et ses compagnons avaient mise au point dans son ancienne vie. En provoquant la collision de particules magiques, Asta peut en extraire une énergie pure. Cette technique se sert de la magie, mais elle n'est ni de la sorcellerie, ni un art martial. C'est une application purement scientifique des propriétés de la mana. Une fois qu'Asta a terminé ses préparatifs, il laisse Exter s'approcher au plus près avant de déchaîner sa puissance. L'impact génère une onde de choc monumentale qui éblouit les spectateurs et pulvérise la barrière de protection. Tout le monde se demande quelle folie Asta vient de déchaîner. Soudain, le corps d'Exter s'effondre lourdement sur le sol, inanimé. La scène laisse l'assemblée sans voix. Personne ne peut croire que le grand Exter a été mis KO par un unique coup de poing. Asta lève le poing en signe de victoire, tel un véritable champion, et la foule d'étudiants explose en acclamations. Il se demande à nouveau si Asta est réellement un mage, vu sa manière de se battre. Damen, de son côté, est fou de joie qu'il ait remporté la victoire, et Asta lui tapote affectueusement la tête. Pendant ce temps, le type mystérieux qui observait la scène esquisse un sourire en regardant Asta. C'est à ce moment qu'un professeur déboule sur les lieux, tentant de ramener le calme. Il n'en croit pas ses yeux. Une bagarre générale dès le tout premier jour de cours. Il commence à exiger les noms des responsables, mais les élèves ont kiffé le spectacle et personne n'a l'intention de cafeter. Pendant ce temps, Asta est déjà en train de préparer leur exfiltration discrète, mais Damen ruine tout avec son attitude de grand malade. Il se met à hurler pour attire l'attention du professeur et balance que lui et Asta sont les fauteurs de troubles. Asta, dépité, ne peut que fermer les yeux, de déception et de frustration, tandis que l'enseignant se dirige vers eux. Au même moment, le colosse, Exter, gît inconscient par terre. Les deux compères sont immédiatement convoqués dans le bureau du prof pour se faire passer un savon monumental. Contre toute attente, le professeur décide de laisser couler, principalement parce que Damen a tout avoué sans chercher d'excuses. En plus, après examen, il s'avère qu'Exter n'a rien de vraiment sérieux. L'affaire classée, les deux retournent dans le grand hall, soulagés de voir que la cérémonie n'a pas encore débuté. Mais alors qu'ils traversent la foule, tous les regards sont braqués sur eux, suite à leur récent exploit. Personne ne semble croire qu'Asta ait pu mettre KO un expert en arts martiaux, surtout avec sa carrure si frêle. Pendant qu'Asta essaie de rester impassible, Damen salue la foule, telle une véritable vedette sur le tapis rouge. Asta n'en revient pas d'avoir attiré toute l'attention qu'il voulait justement éviter. Et il rêve juste que Damen arrête de gesticuler dans tous les sens comme un parfait crétin. Après avoir scanné la salle, ils finissent enfin par trouver où s'asseoir. Quelques instants plus tard, le directeur, un petit vieil homme aux cheveux blancs, monte sur l'estrade pour son discours aux nouveaux élèves. Plusieurs minutes s'écoulent, et le doyen parle encore, sans montrer le moindre signe de fatigue. Une endurance qui force l'admiration d'Asta. Damen, de son côté, s'est endormi et bave comme une fontaine. Asta est contraint de secouer son voisin avant qu'il n'inonde leur rangée de salive. Le directeur, lui, entame à peine son long discours quand soudain, quelqu'un vient lui glisser à l'oreille qu'un imprévu de taille requiert sa présence immédiate. Il tente de l'ignorer, mais en percevant l'urgence, il n'a d'autre choix que de bâcler sa conclusion et de laisser sa place à la scène à une autre personne. C'est alors qu'une femme blonde s'avance, et sa voix de stentor fait vibrer l'air, glaçant le sang de l'assemblée. Absolument tout le monde, même Damian,
plongée dans un sommeil de plomb, est tirée de sa torpeur par ce timbre assourdissant. La femme en question se présente, sous le nom de Jara, et annonce d'un ton sans réplique qu'elle reprend les rênes là où le directeur a été coupé. Jara enchaîne aussitôt, décrétant qu'il est temps de passer au serment des nouveaux et le premier nom qu'elle lance est celui de la représentante de la division magie, Delia Denay. Un murmure de stupeur parcourt les rangs. Personne ne s'attendait à voir un membre de la famille Denis se soumettre à l'examen d'entrée. Les rumeurs fusent. Certains chuchotent que son niveau est trop faible, la forçant à passer par la voie commune, tandis que d'autres la défendent bec et ongles, arguant que sa famille ne l'aurait jamais laissé s'humilier de la sorte si elle n'avait pas le niveau pour réussir cet examen. Moi, Asta, je sais très bien qui est Dahlia. Pour faire simple, la famille Denis est la seconde maison la plus influente, juste derrière les Declan. Dahlia a été élevée pour devenir la vitrine magique de cette famille d'éternels seconds, les Denis. Je dois admettre qu'elle se débrouille pas mal, elle m'a même filé un coup de main par le passé. Cependant, entre nous, c'est loin d'être le grand amour, au point que beaucoup nous décrivent comme les meilleurs ennemis du monde. Un sourire m'échappe en pensant à ça, et je suis ravi de savoir que Dahlia est dans la même promo cette année. À peine Dahlia a-t-elle rejoint l'estrade que Jara appelle le suivant, le représentant des arts martiaux, Paul. Juste Paul. Pas de nom de famille ronflant. Ça sent le roturier à plein nez, ce type. En plus, je suis prêt à parier qu'il ne sort pas non plus d'une lignée prestigieuse. Une fois que nos deux représentants ont fini de réciter leur serment, ils regagnent leur place. Sans perdre une seconde, Jara annonce qu'elle va maintenant présenter le corps professoral qui va nous encadrer. Enseigne à la classe. Elle invite les professeurs à monter sur scène, un par un. Alors que Dahlia descend les marches, elle pose son regard pile là où Asta est assis, le figeant sur place, car la jeune fille paraît le dévisager. Soudain, Dahlia manque une marche et dévale les escaliers, s'offrant une belle gamelle devant tout le monde. C'est à cet instant que le professeur Perun, qui enseigne les fondements de la mologie, s'avance sur l'estrade. Asta se rend compte qu'il est bien différent d'eux. Double J, mais il préfère attendre encore un peu avant de se forger une opinion. Une fois la cérémonie terminée, Jra demande aux étudiants de rejoindre les dortoirs qui leur ont été attribués. Damian émerge enfin de son sommeil et Asta, d'humeur taquine, décide de lui jouer un tour, en lui faisant croire qu'il a été renvoyé pour s'être endormi en pleine cérémonie. En entendant ça, Damian se met à hurler de toutes ses forces, sans se préoccuper du reste du monde. En chemin vers son dortoir, Asta regrette presque sa blague. Il ne s'attendait vraiment pas à ce que Damian réagisse avec une telle panique. Asta atteint finalement sa chambre et reste bluffé par sa propreté impeccable. Dans un coin, tout un tas de fournitures sont disposées pour faciliter le quotidien des élèves. Alors qu'il commence à déballer ses affaires, son colocataire, Paul, fait son entrée. Asta est surpris par l'air glacial de Paul, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Paul brise le silence, expliquant à Asta qu'il vaudrait mieux pour eux de cohabiter en toute tranquillité, car il n'est pas venu ici pour se faire des potes. Paul précise à Asta qu'il se moque complètement de ce qu'il fait ou de ses activités, tant que ça ne le dérange pas. En fait, il préférerait même qu'il cesse de s'adresser la parole une fois les présentations faites. Asta, qui n'a jamais froid aux yeux, soutient son regard et engage un duel silencieux avec Paul. Asta ne cille pas, ce qui a le don d'agacer Paul, qui exige de savoir pourquoi Asta ne dit rien. Intérieurement, Asta est en train d'évaluer le niveau de Paul, car la rumeur dit qu'il est arrivé premier au concours d'entrée. Asta décide de le mettre à l'épreuve, et simule une charge vers lui, pour voir comment il réagit. Paul dégaine aussitôt son épée, et Asta remarque que sa garde est plutôt solide. De plus, la position de sa lame montre clairement qu'il sait ce qu'il fait. À cet instant précis, Asta entend la voix de Damian l'appeler depuis le couloir. Asta affiche un sourire innocent, comme si de rien n'était, et lance à Paul qu'il est libre de faire ce qui lui chante. Puisque chacun est censé s'occuper de ses oignons, Asta en profite pour le provoquer un peu, en lui disant qu'il pourrait bien se mettre à chanter à tue-tête après minuit. Après avoir bien chauffé Paul et l'avoir laissé pantois, Asta quitte la chambre. Dehors, Asta retrouve Damian, qui lui demande avec un grand enthousiasme qui est son coloc. Asta répond qu'il n'en a aucune idée, ce qui laisse Damian bouche bée. Damian décide de ne pas creuser le sujet, et propose plutôt de faire le tour de l'académie, car il y a des tas de choses à découvrir. Damien veut qu'ils explorent chaque recoin dès le premier jour. Apparemment, l'académie est gigantesque, c'est la raison pour laquelle on conseille aux nouveaux de se familiariser avec les lieux pour éviter de se perdre durant leur scolarité à l'académie. Même si ça peut paraître un peu galère, Asta est partant car il a lui aussi une petite idée derrière la tête. Asta veut savoir combien de fortes têtes se cachent dans cette académie. Sur ce, les deux compères commencent leur exploration. Ils ne tardent pas à trouver un lac, et Damian, fidèle à lui-même, n'en croit pas ses yeux.
Asta comprend pourquoi Lance devait supporter Damian, parce qu'il y se comporte sans arrêt comme un vrai gamin. Lassé de l'entendre geindre, Asta dit à Damian de demander à sa famille de faire. Asta lui suggère de créer un lac, vu que leur domaine n'en possède pas. Il lui explique, tout simplement, qu'il n'y a qu'à creuser un trou et le remplir d'eau. Damen est complètement séduit par l'idée et s'emballe, affirmant qu'il demandera à sa famille de construire un lac encore plus immense que celui qu'ils admirent en ce moment. Cherchant un nom pour ce futur lac, il suggère de l'appeler Sang, Sueur et Larmes. Peu après, il tombe sur une statue qui a vraiment de la gueule, et Asta glisse à Damen de dire à sa famille d'en commander une pour lui également. Asta continue de lui bourrer le crâne avec toutes sortes d'idées, suggérant même de sculpter la statue en forme de dragon, car les écailles auraient un rendu magnifique. Pendant ce temps, de retour chez elle, Lance perçoit une vibration vraiment étrange. Se demandant ce qui pouvait bien clocher. Après une bonne marche, Asta propose de rentrer au dortoir, ce que Damen accepte volontiers. Durant leur petite excursion, Asta a repéré 7 agents spéciaux. Il décide alors d'inclure ceux qu'il aurait pu manquer, pour arrondir le total à 10. Fort de ce calcul, il en déduit que le laboratoire de Perun doit se situer dans la 2e salle de magie. Il ne met pas longtemps à faire le lien et à comprendre que les agents spéciaux en veulent à Perun. Comme Declan sait déjà que J a des alliés, son camp a dû commencer à soupçonner Perun, étant donné sa présence dans le secteur. Asta se demande pourquoi il ne file pas Perun directement, mais il comprend soudain que l'opération était imminente. Asta décide de prendre les devants pour découvrir l'étendue des connaissances des agents spéciaux. Asta se place dans une position idéale pour surprendre la conversation entre 2 d'entre eux. Le premier agent informe le second que le QG a émis une directive d'urgence. Ils doivent tous se regrouper au repère de la cible. Le second agent demande s'il s'agit de la cible principale ou secondaire, et le premier confirme qu'il vise la secondaire. Il compte boucler l'affaire avec la cible secondaire avant minuit. Le second agent comprend alors que, puisque WJ est passé à l'action, Perun est bien leur homme. Cependant, l'agent exprime son inquiétude pour les professeurs de l'école, précisant qu'ils ne feront pas le poids face à eux. Le premier agent le rassure alors, Declan en personne ne se déplacera pas. Mais avant que l'autre ne puisse se réjouir, il lui annonce que le démon de feu, Callahan, se joindra à l'opération. La nouvelle foudroie le second, car Callahan n'est autre que le commandant en second du corps des mages de Declan, le Joyau Rouge. En clair, cela signifie que leur opération a le feu vert au plus haut niveau. Et ça leur prouve que Declan est prêt à tout risquer pour cette mission. Mais cela veut aussi dire que les agents spéciaux, eux, sont en grand danger. Ils pourraient être sacrifiés sans hésitation pour garantir le succès de la mission. Bien que les deux soient visiblement inquiets, ils n'ont pas d'autre choix que d'obéir. Ils quittent leur poste pour rejoindre le reste de l'escouade, afin de s'assurer d'être en supériorité numérique si les choses tournent mal. Évidemment, à leur insu, Asta a tout entendu de leur échange. Et il n'en revient pas que ce soit Callahan, de toutes les personnes possibles, qui soient impliquées. Asta se rappelle bien que Callahan n'est pas un amateur à prendre à la légère. Du temps où Asta était lui-même agent spécial, Callahan était déjà au sommet de sa forme, son apogée. Quand la famille Declan a joué sa survie dans une guerre contre la famille Blandor, Callahan est resté loyal à cette maison sur le déclin, prouvant ainsi son incroyable dévouement. Et même s'il est déjà redoutable aujourd'hui, il a véritablement atteint son apogée après la guerre contre les Blandor. Il a littéralement gravé son nom dans l'histoire comme un mage de guerre légendaire en se servant. Son feu mortel, une force quasi impossible à stopper. Face à l'arrivée imminente de Callahan, Asta saisit l'enjeu. Il est crucial de le maîtriser. Il se remémore que la magie de Callahan est une des disciplines de la flamme de Declan. Bien que les risques soient considérables, Asta juge que le jeu en vaut la chandelle. Il se réjouit de la tournure que prennent les événements. Toutefois, un détail crucial subsiste. La thèse que tout le monde convoite est en réalité en sa possession, et non entre les mains de Perun. Voyant les sbires s'acharner sur ce dernier, Asta commence à se demander si la thèse qu'il détient n'est pas un leurre. Tout porte à croire que le document livré ce jour-là n'est qu'une simple copie. Plus tard, dans le dortoir, alors que Paul s'habille, on découvre qu'il fait partie des sbires. Il est persuadé qu'Asta est profondément endormi, mais il ignore que la silhouette qu'il observe n'est qu'un mannequin. De son côté, Perun est dans son bureau lorsqu'il perçoit la présence des intrus qui viennent de pénétrer sur son territoire. Il s'interroge sur l'audace de ces individus, osant ainsi s'infiltrer dans l'académie. C'est alors qu'il réalise que l'homme de main qui s'approche de lui est un mercenaire. Et à sa grande surprise, il s'agit de Paul. Son aura le trahit, le rendant facilement identifiable, et Perun lui lance un conseil, il ferait mieux de peaufiner les caractéristiques de son éther la prochaine fois.
À supposer, bien sûr, qu'il y ait une prochaine fois pour lui. Paul lui présente alors une enveloppe, et Perun comprend enfin que cela vient de WGI. Il se demande à quel jeu joue ce dernier. Et quelles sont les ruses qu'il déploie. Soudain, la porte de son bureau vole en éclats, et Callahan pénètre nonchalamment dans la pièce, provoquant une vague de terreur sur le visage de Paul, alors que Perun reste de marbre. Callahan remarque que Paul est pétrifié, ce qui prouve qu'il connaît sa réputation et l'étendue de ses pouvoirs. Callahan se tourne ensuite vers Perun et lui demande s'il a également entendu parler de lui, mais Perun lui rétorque froidement que non. Se levant de sa chaise, il somme Callahan d'aller droit au but. Cette audace irrite Callahan, mais avant de laisser éclater sa colère, il admet que c'est bien la première fois qu'on lui parle sur ce ton. Callahan décide alors d'exposer ses conditions. Premièrement, il exige la tête de Paul. Puis, il se tourne vers Perun et lui annonce qu'il se contentera de lui laisser un seul bras et un seul œil. Sur ces mots, Callahan projette une boule de feu sur Perun, qui la part instantanément, avec un mur de glace. Le choc provoque une violente explosion qui fait trembler tout le bâtiment. Perun se tourne alors vers Paul, lui signifiant que son sort ne dépend que de lui, car à cet instant, il le voit comme un mercenaire et non plus comme un étudiant. Paul accepte son sort et dégaine son épée, prêt à se défendre. Perun comprend que les sbires de Declan ont dû lancer un sort de dissimulation, ce qui explique pourquoi aucune alarme ne s'est déclenchée. Il est donc piégé avec ses assaillants. Le regard de Callahan se pose alors sur l'enveloppe sur la table, faisant comprendre que c'est précisément l'objet de sa venue, cette lettre envoyée à Perun par ce déchet de la famille Blander. Comme Perun ne semble pas disposé à coopérer, Callahan décide de libérer toute sa puissance. Il invoque un sort de flamme dévastateur qui fait trembler le sol sous leurs pieds, mais Perun reste imperturbable, concentré pour que son pouvoir de glace puisse contrer n'importe quelle attaque que Callahan lui enverra. C'est à ce moment que les autres sbires décident d'entrer en scène, forçant Perun à révéler l'étendue de sa force. Il déchaîne une frappe si dévastatrice qu'elle menace de réduire le bâtiment en poussière. Pendant ce temps, Asta observe la scène de loin, comprenant que la situation dégénère. Fou de joie à l'idée de se jeter enfin dans la mêlée, Asta enfile son masque, proclamant qu'il n'est plus Asta, mais le justicier numéro 1. Point serré, Asta implore la lune, lui suppliant de lui conférer la puissance nécessaire pour agir en héros aujourd'hui, bien qu'il n'ait pas toujours été un saint. Sa prière achevée, il s'élance vers le chaos, où l'immeuble éventré menace de s'écrouler. Pendant ce temps, Callahan, de son côté, prend un malin plaisir à tout démolir. Il n'en revient pas qu'après tout ce qu'il lui a fait subir, Paul soit encore debout. Il lui lance même des félicitations ironiques. Dans son fort intérieur, Paul sait qu'il serait déjà 6 pieds sous terre sans le talisman protecteur offert par WGI. Il ignorait même sa véritable nature, et mesure maintenant la chance qu'il a eue de le porter. D'un ton glacial, Perun ordonne à Paul de reculer, avant de déchaîner une vague de glace torrentielle pour contrer le brasier de Callahan. Perun lui pose alors une main sur l'épaule, reconnaissant qu'il s'en est bien tiré jusqu'ici, ce qui signifie qu'il est digne de confiance. Perun dévoile alors l'étendue de son pouvoir, en infusant l'épée de Paul d'éther, laissant Paul abasourdi. Perun lui demande s'il a encore la force de parer les assauts, et Paul acquiesce, aussi longtemps qu'il le faudra. Paul réalise qu'ils ont franchi le point de non-retour. S'il flanche maintenant, c'en est fini de lui. Callahan, lui, est ravi de ce duo improvisé. Un mage et un tank, c'est précisément le genre d'adversaire qu'il attendait pour vraiment s'amuser. Callahan libère une nouvelle sphère de feu, et cette fois, la défense de Paul cède. Il est violemment projeté contre le mur. Perun comprend qu'avec Paul hors de combat, il n'a plus le choix, il doit passer aux choses sérieuses. Visiblement, quand le mana ambiant est limité et que deux volontés de fer s'affrontent pour le commander en même temps, une véritable guerre d'influence éclate. Perun est curieux de voir jusqu'à quel point Callahan peut encaisser ses coups. Puisque Perun le provoque en duel, Callahan accepte avec une joie sadique. Les deux adversaires libèrent alors toute leur puissance, et c'est le bâtiment qui trinque le plus. La structure s'effondre, et Paul, perdant pied, bascule dans le vide. Durant sa chute, il n'aperçoit que deux titans déchaînés, s'affrontant sans la moindre retenue. Paul s'écrase lourdement au sol, se maudissant d'avoir voulu se mêler d'un combat qui le dépasse de si loin. Pendant ce temps, les justiciers à distance restent bouche bée devant l'ampleur de la destruction provoquée par ces deux-là. Il réalise instantanément qu'il se ferait pulvériser s'il tentait d'intervenir. Mais alors qu'il se pense à l'abri, Asta surgit de nulle part et les neutralise, semant la panique dans leur rang. Une fois débarrassé des gêneurs, Asta fonce droit vers l'épicentre du combat. Son apparition soudaine capte l'attention des deux belligérants, qui s'interrogent sur ses allégeances. Avec une vitesse foudroyante, Asta
arrive sur Callahan et le saisit à la gorge, lui annonçant qu'il est arrivé à son terminus. Terrifié, Callahan décharge une vague de feu dans un geste de panique, mais subit immédiatement le contre-coup de son mana. Il crache une giclée de sang et, à sa grande stupeur, Asta est parfaitement indemne. Pire encore, il est déjà en train de charger à nouveau. Au même instant, les autres justiciers arrivent en renfort. Callahan comprend qu'il doit absolument maîtriser ce retour de flamme s'il veut avoir la moindre chance. Chance. Callahan dégaine une potion et l'avale d'un trait, se demandant de quel trou paumé un monstre de la trempe d'Asta a bien pu sortir. Les sbires tentent de le submerger, mais Asta par leurs assauts sans le moindre effort, les balayant tous d'un seul. À revers. Callahan assiste à la scène, complètement abasourdi. Contre sa volonté, il sent une pointe d'admiration naître en lui. Asta se meut avec une précision chirurgicale et une efficacité redoutable. Mais cette admiration est vite balayée par la rage. Fou de rage, Callahan hurle qu'il va lui faire la peau et matérialise une myriade de cercles magiques, prêts à tout faire sauter. Il s'apprête à déchaîner une explosion de flammes si dévastatrice que Callahan carbonise ses propres alliés dans la foulée. Un sacrifice qui laisse Asta sans voix. Au milieu de l'épaisse fumée, Callahan scrute les environs, espérant avoir mis fin au combat. A mis Asta hors jeu. Il sait pertinemment que certains de ses hommes y sont passés, mais c'est le cadet de ses soucis. Il est focalisé sur la réussite de la mission, peu importe les pertes. Restant sur le qui-vive quelques instants. Et ne voyant rien bouger, il en déduit qu'Asta n'est plus. Un sourire suffisant se dessine sur son visage, persuadé d'avoir un peu exagéré la dose. Sans raison. Il se met déjà à manigancer, pensant pouvoir doubler Perun en ralliant les survivants à sa cause. Soudain, son sang se glace en entendant la voix d'Asta lui demander nonchalamment s'il avait vraiment tout donné. Dans sa dernière attaque. Asta lui explique avoir cerné sa personnalité, celle d'un homme prêt à sacrifier ses propres pions pour gagner. C'est cette prévisibilité qui lui a permis d'anticiper le coup. Apparaissant au-dessus de lui, Asta pointe son propre cercle magique sur sa cible, lui annonçant froidement que ses actions viennent de signer son arrêt de mort. Asta libère alors sa balle Mona. Impuissant, Callahan ne peut que regarder l'orbe d'énergie pure foncer droit sur lui. L'impact est direct, en plein dans le mille. La frappe est si violente qu'elle le met hors d'état de nuire sur le coup. Une fois Callahan neutralisé, Asta reconnaît que son adversaire était plutôt coriace, car n'importe quel autre mage aurait succombé dès la première embuscade. Il admet que les assauts de Callahan étaient d'une dangerosité extrême, mais ironiquement, son dernier coup de poker s'est retourné contre lui. Asta est conscient qu'il aurait sûrement perdu la partie si Callahan avait joué collectif avec ses sbires pour l'épuiser. Car même s'il gagne en puissance, la jauge de mana d'Asta reste son talon d'Achille, et elle est loin d'être impressionnante. Asta s'approche alors de la dépouille de Callahan pour la fouiller. Bingo, il met la main sur le grimoire, l'objet de sa convoitise. Qu'il recherchait. Visiblement, les mages de combat sont si paranos qu'ils ne font confiance à personne et gardent leur grimoire sur eux. Même si la sacoche dimensionnelle est protégée par un sort de reconnaissance du propriétaire, Asta n'est pas du genre à s'en inquiéter. Il trouvera bien un moyen de contourner le sortilège plus tard. C'est là que Perun fait son entrée, et Asta le chambre en lui disant qu'il a raté la fête. Perun lui rétorque qu'il faisait le ménage avec le reste du menu fretin. Il demande ensuite à Asta s'il fait partie des gens à ses trousses. Asta le laisse mariner un peu, lui suggérant de connecter les points. Il vient de s'occuper d'un homme de Declan, un indice assez clair. Comprenant dans quel camp il joue, Perun réalise que c'est WJ qui a envoyé Asta et il relâche enfin sa garde. Toutefois, une question le taraude. Pourquoi Paul l'a-t-il également approché? Se pourrait-il que WG ait divisé la mission en deux parties, justifiant ainsi l'envoi de deux émissaires? C'est là qu'Asta lâche une bombe. Celui qui accompagne Paul est très probablement un imposteur. D'après lui, Wenji a monté ce stratagème pour forcer les sbires de Declan à se montrer, comme un pêcheur qui fait sa prise. Asta ajoute que Wenji cherche être à bétonner la sécurité du secteur, tout en s'assurant que l'emprise de Declan sur la zone soit réduite à néant. Mais au fond de lui, Asta a un mauvais pressentiment, car même avec un sort de dissimulation, le combat était si apocalyptique que les chevaliers impériaux auraient dû rappliquer. Pour lui, ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Les chevaliers sont aussi dans la poche de Declan. C'est alors que Perun demande à Asta s'il est bien le messager attendu, et Asta répond sans un mot, en sortant la thèse pour la lui tendre. Une fois le document en main, Perun toise Asta et lui demande s'il sait ce qu'il contient. Asta rétorque qu'il n'est pas né de la dernière pluie, et qu'évidemment, il est au courant. Perun se met aussitôt sur la défensive, mais Asta le calme, précisant qu'un combat ne lui fait pas peur, mais que Perun ferait mieux de bien peser sa prochaine action, car de celle-ci dépendra sa propre survie. Perrin concède qu'Asta n'a pas tort, puis il l'interroge pour savoir s'il y a quelque chose qu'il désire en échange. Asta ne comprend pas.
Alors Perun lui explique que Wenji n'accorde sa confiance qu'à ceux qui lui ressemblent, des gens motivés par l'intérêt. Perrin en déduit qu'il doit lui offrir quelque chose pour gagner sa confiance. Asta réfléchit un instant avant d'annoncer sa requête, surprenante, il veut un livre. Une demande qui laisse Perun perplexe. Asta lui expose alors son projet, il compte bâtir une immense tour. Il poursuit en expliquant qu'il veut y rassembler des livres que n'importe qui pourrait venir consulter librement. C'est pourquoi il demande à Perun de rédiger un ouvrage de son propre point de vue sur la science des arcanes. Perrin est abasourdi par cette requête, mais il assure à Asta qu'il s'en chargera. Suite à leur bref échange, Asta annonce son départ. Perun l'interpelle aussitôt, lui demandant comment ils pourront garder le contact. Pour toute réponse, Asta sort un étrange cristal de communication et le présente à Perun. Il lui explique que les deux moitiés de ce cristal sont connectées. Par conséquent, si l'une se fissure, l'autre subit le même sort. Il indique à Perun de n'en briser qu'un éclat pour le contacter, et plusieurs en cas de graves problèmes. À peine ces instructions données, Asta s'évanouit dans les airs. Peu de temps après sa disparition, les chevaliers impériaux arrivent enfin sur les lieux pour boucler le périmètre. Ils procèdent également à l'évacuation de tous les étudiants de l'académie, par crainte d'une nouvelle attaque. Profitant de la confusion, Asta parvient à se fondre dans la foule. Il finit par retrouver Damen, qui lui demande aussitôt où il était passé. Asta répond évasivement qu'il avait une affaire à régler. Pendant ce temps, Asta est quasi certain que les récents événements vont forcer la famille de Clan à se faire discrète. Tandis que Damen insiste pour le faire. Parler, Asta est perdu dans ses pensées, se demandant pourquoi son sceau a réagi durant l'affrontement. Il a senti une puissance inconnue vibrer à travers sa barrière au moment où il bloquait l'assaut de Callahan. C'est d'autant plus étrange que ce sceau ne manifeste jamais la moindre réaction d'habitude. Néanmoins, Asta était reconnaissant, car c'est bien ce sceau qui lui a permis de contrer l'attaque de Callahan. Asta tente de se remémorer ce qui s'est produit et finit par mettre un nom dessus. Le phénomène de rejet. C'est une technique fréquemment employée par les mages pour se protéger des contre-coups de leur propre magie. Asta est si perturbé et confus qu'il ne se rend même pas compte qu'il est en train de penser à voix haute. Cela n'échappe pas à Damen, qui l'interpelle sur ce qu'il ne comprend pas. Damen exige de savoir quel secret Asta lui dissimule. Mais Asta l'ignore, obsédé par une seule question, pourquoi ce sceau a-t-il réagi? A pu réagir ainsi à ce moment précis et ce qui a bien pu le provoquer. Quoi qu'il en soit, Asta sait qu'il doit creuser davantage. Il est persuadé de pouvoir trouver des indices à la bibliothèque de l'académie. Alors qu'Asta vaque à ses occupations, un étudiant l'interpelle soudainement, se présentant sous le nom de Chenbi. Asta l'ignore royalement jusqu'à ce que le type mentionne qu'Asta est un sacré combattant. Asta hésite alors. Doit-il le liquider, maintenant qu'il connaît son identité, ou simplement le laisser filer? Avant qu'Asta ait pu trancher, Chenbi lâche une phrase qui, sans le savoir, lui sauve la mise. Il avoue que le combat d'Asta contre la division de combat, lors de la cérémonie d'accueil l'a complètement bluffé. Asta pige enfin. Il n'a pas fait mauvaise impression, il a gagné le respect des autres. Tentant de jouer la carte de la modestie, Asta explique à Chenbi que son adversaire manquait simplement d'éther, et que le résultat serait bien différent s'ils s'affrontaient de nouveau. Chenbi se gratte la tête, un peu gêné, mais il continue de leur emboîter le pas, affirmant qu'il aimerait bien rester avec Asta. Avec un grand sourire, Chenbi explique qu'il ne s'est encore lié à personne et qu'il est un peu gauche pour s'intégrer au groupe. Même si l'idée ne l'enchante guère, Asta lui dit de faire comme bon lui semble. Chenbi est aux anges, car il s'attendait à se faire rembarrer. Sans perdre une seconde, Chenbi bombarde Asta de questions, ce qui procure à ce dernier un étrange sentiment de normalité. Il faut dire que depuis son retour dans le temps, il n'a fréquenté que des cinglés. En fait, il avait presque oublié le goût d'une vie ordinaire. Pour conserver cette normalité, Asta comprend qu'il doit se fondre dans la masse de l'académie. Le premier jour de classe, Damian se plaint déjà d'être à moitié endormi. Un instant plus tard, Chenbi déboule à son tour. Ce dernier n'en revient pas qu'on leur impose d'assister au cours après le bazar de la veille. Asta ne peut qu'acquiescer, trouvant ça particulièrement rude. D'après ce qu'Asta perçoit, Chenbi ne doit pas rouler sur l'or, mais il est loin d'être du genre effacé. En réalité, il a tout du bout en train. C'est là que Chenbi mentionne que leur professeur principal pour la classe M3 est la professeure Jara. Asta est déconcerté, ce nom ne lui dit absolument rien, mais Chenbi lui explique que Jara est une véritable légende. La rumeur dit qu'elle a décimé une horde de trolls à elle toute seule. À cet instant précis, Jara fait son entrée dans la salle, et Asta la reconnaît immédiatement de la cérémonie d'accueil. Se plantant devant la classe, Jara se présente une nouvelle fois. Elle leur annonce que le chaos qui a secoué l'école la veille
ne les concerne en rien, et qu'ils sont libres de se concentrer sur leur apprentissage. Jara enchaîne en disant aux étudiants qu'avant toute chose, ils vont passer un test d'évaluation de mana. Ce test mesure à la fois la quantité et la qualité de leur énergie. Jara leur pose alors une colle. Selon eux, lequel des deux est le plus crucial? L'une des étudiantes, une fille, nommée Argan, lève la main pour proposer une réponse. Elle avance qu'il n'y a pas de réponse toute faite à cette question, car si l'on dispose déjà d'un certain volume de mana, elle est convaincue que la qualité de celui-ci devient primordiale. Jara lui demande alors de justifier son point de vue. Elle prend un exemple. Face à un mage de puissance équivalente, celui qui possède une qualité de mana supérieure aura inévitablement le dessus. En entendant cela, Asta comprend que cette fille parle essentiellement de la réponse toute faite. Asta, lui, a déjà pigé le truc. Avec son expérience, il sait pertinemment que la qualité du mana est cruciale pour la précision, la stabilité et la patate des sorts. En clair, avoir un océan de mana ne sert à rien si le mage vise comme un pied sa cible. Jra, elle, a l'air au fond du trou par la réponse obtenue, et ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Elle enchaîne et exige de connaître les origines d'Argan, qui répond qu'elle vient de la maison du baron Pelom. Le visage de Jra se tord de dégoût, lâchant qu'elle s'en doutait. Le coup est fatal pour Argan, qui s'effondre, les larmes aux yeux. Mais Jra relance la question à toute la classe, sauf que personne n'a envie de finir comme Argan. Soudain, elle désigne un pauvre gars, Hipple, le prenant totalement par surprise. Il se lève, tremblant comme une feuille, et comme il sèche complètement, il tente de miser sur la quantité de mana comme étant le facteur clé. Hipple avance que dans les grosses batailles, la réserve totale de mana pourrait bien faire la différence. Asta, dans son coin, se dit qu'il n'a pas tort. Il y a des moments où la masse l'emporte sur la finesse. En bref, les deux comptent, tout dépend de la situation. Mais comme pour Argan, Jra est plus que déçu par cette réponse et lui réserve un accueil tout aussi glacial. Jra est une vraie teigne, elle ne lâchera pas l'affaire. Tant qu'elle n'aura pas ce qu'elle veut, et continue son interrogatoire, élève après élève. Dans les rangs, ça commence à chuchoter sur le fait qu'elle est vraiment lourde, à mettre une telle pression dès le premier jour. De son côté, Asta essaie déjà de décrypter la réponse que Jra attend vraiment. C'est là que la prof annonce qu'elle a entendu assez de balivernes et avoue qu'ils tournaient tous autour du pot. En réalité, il n'y a jamais eu de bonne réponse depuis le début, car ce n'était pas ça qu'elle cherchait. Jra leur demande alors si la réponse qu'ils ont fournie venait vraiment de leur tripe, ou s'ils essayaient juste de lui servir la soupe qu'elle voulait entendre. Jra leur rappelle alors qu'un vrai mage n'a pas le droit de perdre sa conviction, jamais, nulle part. De plus, ils ne doivent pas se laisser corrompre par la facilité, mais au contraire, avoir la force de s'accrocher à leur volonté jusqu'au bout. Elle les met alors au défi, avec la réponse qu'ils viennent de donner. Pensent-ils vraiment avoir l'étoffe d'un vrai mage? Jra assène alors le point crucial, en leur martelant qu'ils doivent devenir de véritables mages. Le message passé, Jra les somme de graver ces paroles dans leur esprit. Finalement, Asta comprend qu'il avait vu juste, et conclut que cette prof a une méthode d'enseignement complètement barrée. Vient ensuite le test de mesure de mana, et la première à être appelée, c'est Argan. Stupeur générale quand Jra lui annonce qu'elle sera la déléguée de classe. Jra admet que sa première réponse était impressionnante, et que puisque c'est elle la déléguée, ce sera elle qui notera les résultats. Asta n'en revient pas et commence enfin à piger la méthode de Jra. Elle ne forme pas juste des élèves, elle les forge. Fidèle à lui-même, Asta est complètement bluffé. Les autres sont bouche bée devant l'équipement, un appareil légendaire, quasi impossible à dénicher. Jra sait très bien que la plupart n'en ont jamais vu de leur vie, et elle esquisse un sourire en coin, annonçant qu'il est temps de voir ce qu'ils ont dans le ventre. Le but de ce test, débusquer s'il y a un monstre qui se cache parmi eux. Jra explique que le fonctionnement de la machine est un jeu d'enfant. Pour la démonstration, elle ordonne à Argan de poser sa main sur l'orbe de cristal et d'y canaliser son mana. Argan s'avance vers la sphère et s'exécute. Elle s'exécute, et l'appareil explose d'une lumière aveuglante. Le souffle coupé, elle voit Jra pointer du doigt l'indicateur principal qui brille plus que tous les autres. Jra explique que l'échelle de qualité du mana va de 1 à 10. Le niveau d'Argan, un solide 4, ce qui la place déjà dans la catégorie des élèves remarquables. Pour donner une idée, la moyenne de la promo de l'an dernier stagnait à 3. Argan, flattée, sent le rouge lui monter aux joues. Elle bafouille un remerciement à Jra, qui enchaîne aussitôt sur la suite. Il est temps de mesurer la quantité de mana. L'instruction est simple. Déverser tout son mana dans la sphère. Le compteur grimpe, puis s'immobilise sur le chiffre de 10 à 7. Encore une fois, Jra est visiblement impressionné.
Un score pareil, c'est du jamais vu, la promotion précédente plafonnée à 15. JRA la félicite chaleureusement. Elle ajoute qu'un tel score de dingue témoigne d'un travail acharné. D'un coup, le niveau d'exigence vient d'être fixé pour tout le monde. Les autres élèves, soudainement sous pression, commencent à prier en silence pour ne pas être ridicules. Asta, lui, observe la scène, pensif. Il se dit qu'Argan est promise à un grand avenir. Sur ce, JRA s'éclipse, prétextant une urgence à régler. Elle confie la suite des opérations à son assistant et les étudiants défilent les uns après les autres devant l'appareil. Chacun leur tour, ils découvrent leur potentiel, leurs forces, mais surtout leurs faiblesses. C'est le moment que choisit Shenbi pour alpaguer Asta, le poussant à se lever pour qu'ils aillent à leur tour mesurer leur propre puissance. Asta accepte, mais Damian, lui, est reparti au pays des rêves, ronflant paisiblement. C'est alors qu'une étudiante du nom de Furion s'avance, et le silence se fait. Elle pose sa main sur la sphère et les résultats affichés laissent tout le monde sans voix. Furion atteint un niveau 6 en qualité, tandis que sa quantité de mana grimpe jusqu'à 20. Asta est perplexe. Furion vient de la même maison que Dahlia, mais leurs cheveux n'ont pas la même couleur. Cela ne peut vouloir dire qu'une chose, elle appartient à une branche cadette de la famille. L'assistant, lui aussi, comprend immédiatement l'origine de ces scores élevés. Venir d'une lignée aussi prestigieuse explique de tels résultats. Il lui glisse cependant qu'il y a encore une belle marge de progression. Le calme revient à peine que Damian émerge de son sommeil, complètement à l'ouest, ne comprenant rien à l'agitation ambiante. Asta, sarcastique, lui suggère de se recoucher, avant de se raviser et de lui expliquer qu'ils sont en pleine évaluation de mana. Damian a l'air de s'en ficher royalement et demande à quoi rime ce petit jeu. Asta hausse les épaules. Il avoue n'en avoir aucune idée. Mais bon, puisque c'est gratuit, autant en profiter. Le fait que ce soit pendant les heures de cours suffit à motiver Damian, qui s'emballe soudain et hurle qu'il veut essayer lui aussi. Asta n'en revient pas de sa soudaine énergie. Le voilà qui fonce vers l'estrade, et déjà les murmures fusent sur son allure juvénile. Asta, lui aussi, est devenu une petite célébrité locale. Enfin, célébrité à cause de sa récente altercation. Dans leur trio, seul Shenbi reste un parfait anonyme. Asta, lui, déteste sa nouvelle réputation de casseur de camarades. Ironiquement, c'est Damian, l'initiateur de ce cirque, qui grimpe sur scène, encouragé par l'assistant professeur. Il l'invite à tester la machine. Damian confirme la procédure, puis pose sa main sur la sphère de cristal. Et là, au moment précis où les chiffres s'affichent, un silence de mort s'abat sur la classe. Personne ne peut croire ce qu'il voit. Même Furion, la prodige, manque de se faire un torticolis en fixant le tableau d'affichage. Damian vient d'entrer dans la catégorie de ce qu'on appelle communément un monstre. Qualité de mana, niveau 9. Quantité, 67. C'est du délire. Dans la salle pétrifiée, seul Asta ne montre aucune surprise. Il comprend parfaitement pourquoi tout le monde est figé sur place, face à une telle démonstration de puissance. Asta savait que Damian était un prodige, mais pas au point de pulvériser tous les records existants. Damian, fidèle à lui-même, n'a même pas conscience de l'exploit qu'il vient d'accomplir, et demande naïvement si son score est bon. Asta saisit enfin d'où vient la puissance monstrueuse de Damian. Il est cependant convaincu que Damian aurait pu devenir quelqu'un de bien meilleur. Quelqu'un qui aurait pu changer la face du monde s'il avait été bien orienté. Mais cette fois, il sera là pour le remettre sur la bonne voie. Et s'assurer qu'il emprunte le bon chemin. Car la famille Blandor est la seule capable de tenir tête à Declan. Asta compte bien pousser Damian à dépasser des limites qu'il n'aurait jamais cru atteindre. Le professeur met alors en garde Damian de ne pas prendre la grosse tête. Car le chemin est encore long. Damian le rassure, lui affirmant qu'il le sait très bien. Damian fonce alors sur Asta, lui demandant s'il a déjà fait son test, mais celui-ci répond par la négative. Damian le pousse à y aller à son tour, et Asta sait que tous les regards seront braqués sur lui pour le comparer à Damian. N'ayant plus le choix, il s'approche de la sphère, bien décidé à faire profil bas pour ne pas se faire remarquer. Asta effleure la sphère après avoir bridé son mana au strict minimum. Mais il réalise que la sensibilité de l'appareil est réglée au plus bas. Ce qui veut dire que la moindre parcelle de son mana a provoqué une réaction en chaîne. Le système affiche un score initial de 10 pour Asta. Mais la machine se met soudainement à planter, affichant un message d'erreur, le seuil maximal a été pulvérisé. Damian explose de joie. Mais Asta s'empresse de dire au professeur qu'il faudra sans doute refaire le test, car la machine a dû bugger. Seul Damian a compris qu'Asta cherche simplement à cacher son jeu. Le professeur réinitialise donc l'appareil. Et cette fois, Asta contient tellement son mana que la machine n'affiche qu'un petit 3 en qualité et 15 en quantité. Les autres élèves tombent dans le panneau, exactement comme Asta l'avait prévu. Asta savoure intérieurement sa réussite. Cependant, Damian n'apprécie pas du tout la comédie qui vient de se jouer, et il lâche même une insulte. Pendant ce temps,
Au premier département de magie, Jra se trouve dans son bureau. Elle supervise la reconstruction de la deuxième salle des mages. Quelques instants plus tard, son assistant, Yurvi, entre, portant les résultats des mesures de mana. Jra les parcourt et commente les scores qui sortent du lot, notant que Damien aura besoin d'un encadrement spécial. Soudain, son regard s'arrête sur la fiche d'Asta, et elle remarque qu'un second test a été effectué, suite à un message d'erreur. À cet instant, elle comprend qu'Asta n'est pas un élève comme les autres et qu'elle va devoir le surveiller de très près. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, lâchez un suite dans les commentaires pour ne pas rater la prochaine partie. Pensez aussi à vous abonner, à activer la petite cloche et à laisser un gros pouce bleu. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout, et on se dit à très bientôt pour la suite. Asta, le sorcier homme à tout faire de la maison de Clan, vient de subtiliser un grimoire. Désormais, il est la proie.